Benjamin Pavard. Je crois pas que vous connaissez. Non. Il sort de nulle part. Sur un texte d'Arthur Rimbaud. Qu'est-ce que c'est ce machin? C'est un détecteur de conneries. C'est pour ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fout? Mais dis-tu nos conneries? Donc je lui dis d'aller se faire enculer. Vulgaire? Je trouve ça vulgaire. Oui, je trouve ça vulgaire. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pardon Maman, le podcast de vulgarisation qui traite des petits et des grands sujets pour les rendre les plus vulgaires possibles. Aujourd'hui, avec moi pour vous divertir, une fine équipe, à commencer par Juan. Juan. Ah non, Juan n'est pas là aujourd'hui puisqu'il est en vacances. Ah bah oui, c'est vrai que tu as... Ouais. C'est jour notable puisque c'est notre premier épisode sans Juan, malheureusement. Ouais. L'émotion vous gagne, je le sens. Ouais. Camille cache enfoui très profondément sa tristesse. Oui, non, moi je m'inquiète pas trop parce qu'il est parti en Franche-Comté pour acheter une maison là-bas. C'est vrai. En fait, Et il visite actuellement des très très beaux établissements. Donc, amis franc-comtois, vous aurez peut-être la chance d'avoir Juan qui ira chez vous. bah faut qu'on vous révèle nos projets. En fait, on se relaie là-bas pour des discussions âprement conduites avec l'Office du tourisme. Donc, on aura bientôt une antenne en fait de Pardon Maman. Et puis chaque année, un stand à la fête de la saucisse à Morteau qui se tient tous les ans au mois de juillet. N'est-ce pas. Et donc, tu es la présidente d'honneur cette année, il me semble. Absolument, et je te rappelle que tu as été élue Miss Cerise, madame. Sur ce, donc, vous les avez entendus. J'ai avec moi Camille que j'interroge Salut. au mauvais moment puisqu'elle était en train de boire. Désolé. C'est ma Pardon. faute. Hey. Ça va? Bah écoute, ça va très très bien, et toi? Bah très bien, merci. C'est tu es tout en beauté, ce soleil estival te réussit et te sied si bien. C'est-à-dire que d'habitude tu as très bonne mine, et là tu as très très bonne mine. Ah, c'est beaucoup trop gentil. En plus, là, je suis à place de Juan, il y a plein de machines devant moi, je suis tout perdu. Alors, cet homme est courageux de faire ça d'habitude. Mais c'est très gentil, j'ai la motivation parce que je suis content d'être avec vous. Et j'ai également Hicham à ma droite. Coucou. Comment vas-tu? Bah écoute, j'ai festoyé tout le week-end là. La France a gagné la Coupe du Monde. Je suis très très ravi, très très content. Merci Dédé, merci les gars. Un magnifique 3-0, n'est-ce pas? Ah bah oui, au moins. Ah, faut savoir Enfin oui, non. Oui. 3-0, oui, au moins, on peut faire plus si tu veux. Oui. Oui, le match n'est pas encore fini. 8-0. Faut savoir qu'on enregistre quelques jours avant la finale. Donc, mais on connaît déjà, tout est biaisé. Voilà, vous verrez si on fait des très bons paris ou si on raconte n'importe quoi au micro. 8 buts d'N'Golo Kanté. Nous avons également avec nous deux invités que vous connaissez déjà qui sont Aude. Salut! Comment ça va? Bah, ça va, je suis super contente d'être avec vous. Ça fait Cool. longtemps. Ah, voilà quelqu'un qui est content. Mais attends, tu rigoles? Attendez, excusez-moi, je prends les témoins de cette table et les auditeurs à partie. J'ai pas été super mignonne? Si, c'est vrai. Voilà. Mais elle est toujours mignonne. Merci. Maxime et à culpa. Voilà. Ça nous fait très plaisir de te recevoir. Merci. Oui. Et nous avons aussi Alex. Coucou. Vous connaissez déjà également. Bah ouais. Et je suis tout aussi content d'être là. Bah ouais. Le chroniqueur scientifique de... Absolument. de Le prof du podcast. El professeur. El professeur. Très bien. Dans la moustache. Des Du coup, physiques. au lieu de faire des accents, de quoi on va parler aujourd'hui? Alors moi, je vais vous parler d'une femme. Voilà, j'avais fait Cléopâtre. Jeanne d'Arc. Et là, je me suis dit, bah, une nana qui est toute fraîche, qui a bonne mine, qu'on aime bien, qui est sympathique, Catherine de Médicis. La petite catoche. La catoche, exactement, Catherinette. Voilà. Cool. Après, on va enchaîner avec Aude. Alors, moi aussi, je vais faire un petit sujet un peu historique et je vais vous poser juste une question. Ouais. Est-ce que vous pensez que Charlemagne a réellement inventé l'école? Je suis sûr que non. Cette question n'est pas du tout orientée, bien évidemment. Non, que nenni. Pas du tout, puisque... Allez, c'est parti. Du coup, tu nous diras ça. Et on verra ça tout à l'heure. On a hâte. Après, ce sera Alex, sur une petite suite. Ouais, ça va bien enchaîner avec le sujet d'Aude, puisque ça va être un petit peu une réflexion sur à quoi ça sert l'école aujourd'hui. Dans la société française, par exemple. À quoi, surtout d'ailleurs. À quoi ça nous sert l'école? C'est quoi son but? Et vis-à-vis de l'école avant aussi. On s'est pas concerté. Intéressant. Aurions-nous des personnes dans l'éducation nationale? Je ne sais pas. Peut-être. Et il me semble après que c'est à toi. Ouais, c'est toi. Exactement. De quoi tu vas nous parler, patron? Ça me met mal à l'aise quand vous m'appelez comme ça. Moi, je vais vous parler des tests de QI. Ça a l'air bien chef. Putain, non, vous me faites peur.
Alors voilà, je vous parlais des tests de QI, voir quelles sont leurs origines, et puis en fait ce que ça veut dire pour de vrai quand on vous dit QI de 130, QI de 220, QI de 416, et voilà, vous me direz. Très bien. Bah ouais, parce que je me suis toujours demandé comment ça fonctionnait. Et après, 822. Et oui, c'est possible ceci. Au moins. C'est Ah ouais possible. Ouais. Bah vous verrez pourquoi, mais ça veut rien dire. Et après, on finira avec une touche animalière. Yes. Le retour des Notre animaux. chroniqueur Exactement. animalier. Moi, j'ai pris un sujet de Laetitia qui me l'avait proposé à une soirée de 1 an, qui m'avait parlé d'animaux zombies. Mais genre les zombies. Ah, d'animaux zombies. Des Je zombies, m'en ouais. rappelle, oui. Et du coup, ouais, je vais vous parler donc de cet animal qui est très peu connu, mais qui mérite vraiment d'être sous les projecteurs, qui s'appelle le ratel. Très bien. Voilà. Parfait. Bah cool, on a un épisode bien équilibré. Et du coup, est-ce qu'on ne passerait pas au On sujet attaque de Camille? Catherine n'est pas spécialement belle, ni intelligente, ni sincère. Je vais avoir des gros problèmes. Catherinette. Eh bien oui, Catherinette de Médicis. Sacrée Catherinette. Alors, allez, on commence avec les petites questions de la maîtresse d'école. Saint-Barthélemy. Vous avez déjà entendu parler de Catherine de Médicis? Oui, Oui, parce que Yeah tu m'en parlais plein de fois déjà, mais je me souviens pas. C'est pas aussi la femme d'Henri II? Exactement. Tu vois qui t'écoute en fait. Alors effectivement, Hicham, tu vas peut-être même pouvoir nous donner le siècle de son règne. Alors là, ce sera Oui. absolument... Bah, fais son sujet, te fais pas chier. Hein. 17... Ah, 8... oui. 15. Non. 16. Voilà. Donc Catherine de Médicis, elle est née... le jour et le mois, vous vous en foutez, mais je vous l'offre le 13 avril. Voilà. Hein. Ah, comme Ce ma qui fait sœur. que... Comment? Comme ma sœur. Ouais, Eh ben, c'est super. 14 jours Ah bah, avant tu moi. pourras lui dire. Je pense qu'on est beaucoup à pas être intéressé par cette information, mais je la Non, donne. mais- quand même. Ouais, elle doit être vieille, ta sœur, alors. On a 3 jours d'écart avec Catherine. Donc. Ah bah peut-être, bah, là écoutez, quelques allez-y, années, est-ce que peut-être. vous avez Et une quelques voisine qui est née le même mois que Catherine Ah, de si Médicis? vous voulez- Lâchez-vous. Si vous voulez faire des cadeaux à ma sœur, ça sera le 13 avril. Eh bah écoute, on le saura, on le retient. Et donc elle est née le 13 avril 1519 à Florence, qui à cette époque-là Ah, c'est est une une... Italienne. oui, c'est une Italienne. Médicis. Médicis. Ça Oui, On est-ce qu'on continue. peut faire l'accent pendant tout le sujet? Non, clairement pas. Très bien. Donc, à Florence, qui à cette époque-là est une cité-État, un duché indépendant. Du coup, en Italie, on l'appelait Médicis. Medicis. J'ai pas compris. Non, c'est rien. On enchaîne. Ah, Ça y est. si, Ah, oh là là. Ok. c'est- Ok, très bien. C'est tout pour moi. Donc, son père est italien, c'est Laurent II de Médicis, voilà, et sa mère est française, ce qui fait qu'elle aurait pu grandir, on pourrait se dire, avec la double culture. Eh bien non, étant donné que ses deux parents meurent quelques jours après sa naissance, et en plus, c'était pas d'un accident de Toyota, quoi, hein, ils sont morts de façon tout à fait séparée, mais juste pas de chance en même temps. De façon séparée. Bah, c'est-à-dire, il n'y a pas eu un drame familial qui fait, tu vois, genre un incendie de petit peu quand château. La meuf, Oui, la meuf non, est mais- orpheline à 3 jours. Oui, voilà, mais je veux dire, c'est juste pas de chance, quoi. Voilà. Donc en gros, elle est entourée par les deuils dès sa naissance, grosse ambiance, mais on s'inquiète pas trop pour elle parce que bon, bah c'est la nièce du pape et c'est la plus grosse héritière du duché de Florence, qui à cette époque-là, Florence est quand même quasiment la capitale du monde en matière d'artistes, etc. Donc elle va s'installer à Rome avec son tonton de pape. Et elle va avoir une éducation excessivement soignée. Elle a pas eu une enfance très très heureuse, étant donné qu'elle a assisté quand elle était toute petite à une révolution à Florence. Donc c'est-à-dire qu'en gros les républicains ont décidé de fonder une république et donc ont essayé d'écarter un petit peu sa famille. Donc on a essayé de la violer, on a essayé de l'enlever. Enfin voilà, mais Oui, après c'est ça, effectivement ce qu'on peut appeler une enfance un peu un rude. petit peu traumatisante, hein. Je pense qu'elle aurait eu besoin d'une bonne séance de psy. Mais au lieu de ça, on l'envoie au Vatican et on essaye d'en faire une bonne fille à marier. Alors il s'avère que le roi de France, François Ier, passe à Rome un jour, il rencontre le pape, et à cette époque-là, il y a un type en Europe qu'on peut pas du tout encadrer, qui s'appelle Charles Quint, qui est tout simplement un mec qui est en train d'accéder en fait au trône de tous les plus grands États d'Europe. C'est un Il est espagnol, roi, non il est espagnol, mais il règne, alors arrête-moi Aude si je me trompe, mais il règne sur les Pays-Bas, qui à cette époque-là sont beaucoup Était plus l'Espagne étendus aussi, qu'aujourd'hui. Ouais, Ouais, c'est l'Espagne à cette époque-là, et il règne sur tout le Saint-Empire germanique. Donc qui va être l'Allemagne, la Suisse, une bonne partie de la Pologne, une bonne partie de l'Autriche, enfin
Ah, c'est une Voilà, grosse puissance. mais en gros, voilà, il a plus de la moitié de l'Europe qui lui appartient. Donc ce type, voilà, il est maître, en gros, de l'Europe. Et François Ier et le pape qui craignent un petit peu le pouvoir de ce jeune roi, parce qu'en plus de ça, il est jeune. Bon, il est pas particulièrement beau, mais il est jeune, il est riche. Et bien, du coup, se disent comment est-ce qu'on pourrait essayer d'amoindrir son pouvoir. Donc, le pape et François Ier se disent, bon, bah, ce serait bien qu'on unisse nos deux familles pour essayer de contrer ce petit Charles Quint. Alors, Catherine de Médicis épouser un héritier de la couronne de France, ça aurait été compliqué parce que c'est pas une noble, hein, c'est une bourgeoise. À la base, les Médicis, c'est des marchands de draps. Donc bon, pour la couronne de France, ce serait pas top. Mais on se dit, bah tiens, elle pourrait épouser le deuxième fils de François Ier, qui est plutôt pas mal, qui fera l'affaire. Elle sera duchesse de machin truc en France, c'est très très bien. Et le pape dit à François Ier, écoute, en plus, si tu prends ma nièce et que tu la ramènes dans ton pays et que tu la fais épouser ton fils, je sais que t'as des dettes, c'est moi qui offre. Sympa. François Bonne Ier patte. se dit, bon bah écoute, c'est quand même pas trop mal. Donc il emmène Catherine en France, elle se marie, donc je crois qu'elle a 14 ans à l'époque, enfin elle est super jeune. Et le pape meurt. Sans tenir ses promesses, du coup. Ah. Donc du coup, Catherine de Médicis, elle devient un petit peu le mauvais cheval sur lequel on a parié, étant donné qu'elle n'est pas très jolie. Elle est très très jeune, elle a 14 ans. Elle est super superstitieuse, c'est-à-dire qu'elle est arrivée en France, elle était entourée d'astrologues, de magiciens, etc. Donc on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que cette sorcière qui vient d'arriver? Elle est stérile pendant en tout cas les 10 premières années de son mariage. Donc en plus, elle ne donne pas d'héritier, sympa. Bah, il n'est pas du tout question d'héritier à ce moment-là, étant donné qu'elle n'est pas du tout destinée à devenir reine de France. Mais En tout cas, ça la présente, ça la voilà, met en une avant. femme. Ça reste important quand le même. devoir premier d'une femme, c'est de donner des enfants. c'est de donner des enfants. Et là, elle n'en donne pas. Elle ne rapporte pas l'argent promis. Et en plus, elle se fait totalement tromper, étant donné que lorsqu'elle arrive en France, elle tombe follement amoureuse de son mari, mais son mari la trompe très ouvertement avec l'ancienne maîtresse de son père, qui était aussi sa nourrice, donc qui a 20 ans de plus que lui, et qui s'appelle Diane de Poitiers. Voilà, une très très belle relation. Donc du coup, elle sert pas à grand chose, notre Catherine de Médicis, c'est un petit peu une plante verte, elle est super discrète, elle aime bien les fêtes, elle aime bien les arts, donc elle subventionne quelques œuvres d'art, elle est souriante, en gros la belle fille idéale, quoi, le beau paravent, enfin l'élégant paravent, voilà. Sauf que en 1536, bim, l'héritier de la couronne meurt. Et donc cette Catherine de Médicis, qui était au final pas un très très bon mariage, eh bien elle se retrouve destinée à devenir reine de France, et en plus de ça, donc elle a été stérile pendant 10 ans, elle se rattrape, bim, 10 enfants. Ok, donc Ouais. elle les fait en rafale, quoi. Enfin, Ah bah là, ça a été, c'est 10 enfants, sur les 10, il y en a 6 qui atteignent l'âge adulte, ce qui pour l'époque score à est l'époque. pas trop mal, exactement. Et sur ces 6 qui atteignent l'âge adulte, il y a 4 fils. Donc là, on est relativement Tranquille. au calme pour la dynastie, on est plutôt posé. 1547, François Ier meurt d'une MST, comme souvent à cette époque-là, et Catherine devient reine de France. Donc c'est une reine super discrète, étant donné que la vraie reine, c'est la maîtresse de son mari, hein, avec qui il est toujours, c'est Diane de Poitiers. Elle est pas super intéressée par la politique, donc bah voilà, elle continue son rôle de très très belle plante verte, mais avec une couronne au-dessus de la tête de la plante verte. Voilà. En 1559, drame absolu, je crois que je vous ai déjà vaguement raconté cette histoire à ce micro, mais Henri II meurt accidentellement lors d'un tournoi et se prend une lance dans l'œil. Ah oui, c'est vrai. Voilà, bien sûr. n'est-ce Ça pas? me lance. C'est ça, il meurt en disant « Aïe, ça me lance », exactement. Et après 20 jours d'agonie, il meurt. C'est beaucoup 20 avec jours, une lance quand dans même, l'œil. Ouais, C'est tellement 20 long. jours d'agonie, je trouve ça terrible. Bonne écharpe déjà. C'est oui, là c'est Surtout qu'il n'y avait voilà, pas de c'est Doliprane à l'époque. c'est les quoi. belles grosses lances des tournois, quoi. Donc oui, ça fait bien mal. En plus, les médecins sont un petit peu acharnés. Ils ont enlevé à la pince à épiler tous les résidus qu'il y avait. Enfin, voilà, je pense qu'il a bien Ouais. souffert ce monsieur, hein, absolument. Toujours est-il qu'il finit par mourir. Alors notre Catherine de Médicis, elle expédie Diane de Poitiers, la maîtresse du mari, loin dans les châteaux de la Loire, et elle fait monter son fils François sur le trône de façon tout à fait sereine. Hein. François, il est marié, il vient de se marier. Il est tout jeune, il doit avoir, je sais pas, peut-être 18 ans à l'époque, il est peut-être même à peine plus jeune, je sais plus trop. Mais il va avoir un début de règne assez difficile, étant donné que on est dans les années où il y a une nouvelle religion qui se propage de plus en plus, c'est la religion protestante. Et Henri II ne s'entendait pas du tout bien avec les protestants, il avait même une politique un petit peu vénère vis-à-vis des protestants, il les persécutait pas mal. Donc les protestants, ils se disent que là, le fait qu'il y ait un changement de roi, il y aurait peut-être un coup à jouer pour essayer de se faire un petit peu plus reconnaître. Et donc ils se disent, bah tiens, si on essayait d'enlever le roi, François II.
Lol. Allez. Voilà, franchement, ce serait super cool. On pourra lui dire, écoute François, nous on est des gens bien, voilà. Puis le problème, c'est pas qu'il est marié aussi avec la reine d'Écosse, qui elle est catholique, et Ah ben, si, il y a si. le problème avec comment dire, la succession La couronne d'Angleterre, mais avec bien sûr. Elisabeth et Ça joue Marie. énormément. Donc Ça les joue protestants, énormément. elle est catholique à ce moment-là. Mais c'est un petit peu complexe. disons qu'il y a que des catholiques au pouvoir à cette époque-là, C'est ça. et les protestants se sentent pas du tout représentés en France. À part les Anglais. Et... Donc, on essaye d'enlever François II, mais échec total, on n'arrive pas à l'enlever. Et donc les conspirateurs, ils sont je pense une bonne vingtaine, eh bien on va les pendre au balcon du château d'Amboise. La prochaine fois que vous visiterez le château d'Amboise, vous penserez à moi. Moi c'est le truc qu'on m'a raconté quand je suis arrivée devant et que j'ai dit « Ah c'est trop beau », on m'a dit « Tu sais qu'il y avait plein de pendus là, sympa ». Ça, c'est une belle image. N'est-ce pas? Donc en 1560, cette petite histoire. Et juste après ça, François II meurt. Donc le mec, il a régné moins d'un an. Il a manqué de se faire enlever et il est mort sans laisser aucun souvenir en France. Bon bah Catherine se dit c'est pas grave, j'en ai encore 3, y a pas de souci. Allez. Et donc elle fait monter son deuxième fils qui prend le nom de Charles IX sur le trône. Charles IX, il est mineur au moment où il monte sur le trône, donc Catherine de Médicis, cette belle plante verte, et bien du jour au lendemain, elle devient régente. Et elle commence à avoir un vrai pouvoir. Donc au moment où elle devient régente, il y a d'énormes tensions entre les catholiques et les protestants, toujours. Mais elle a vraiment envie d'essayer de préserver l'intégrité du royaume. C'est-à-dire qu'elle veut éviter qu'il y ait trop de guerres civiles, un peu trop violentes qui éclatent. Je vous rappelle qu'elle a quand même connu un épisode de violence assez hardcore quand elle était jeune. Donc même si elle est catholique, c'est la nièce du pape, etc., elle a vraiment envie de faire pour que les papistes et les huguenots s'entendent plutôt bien. Donc en 1562, elle va faire l'édit de janvier. Alors moi j'ai trouvé, quand j'ai lu cet édit, que c'était quand même quelque chose d'assez novateur pour l'époque, dans le sens où elle accorde aux protestants la liberté de conscience et le droit de célébrer le culte public hors des villes. Mais c'est-à-dire que s'ils vont dans le champ à côté de la ville, ils peuvent tout à fait célébrer leur petit truc, y a pas de problème, ils peuvent se faire une messe géante. Bah, c'est un peu comme le début du christianisme où, ok, vous pouvez faire un peu votre sauce, mais du moment que... Exactement, tout à fait. Voilà, donc elle se dit, je vais faire un petit édit de tolérance pour essayer d'arrondir un petit peu les angles et puis de faire que tout le monde s'entende bien. Sauf que la même année, 1562, on pourrait penser que c'est une période de paix. Eh bien, pas du tout, c'est la première année des guerres de religion. Donc les guerres de religion, c'est les guerres qui opposent catholiques et protestants en France. Il y en a 8 d'affilée et elles se déroulent de 1562 à 1598, donc quasiment sur un demi-siècle. Voilà, donc au final, ça va pas aussi bien se présenter que ça. C'est des petites guerres, du coup. Oui, c'est des petites guerres, parfois qui durent 1 an, parfois qui durent 4 ans, avec des courtes périodes de trêve entre chaque petite guerre. Voilà. Et donc cette guerre ces guerres de religion, elles débutent parce que un jour le duc de Guise, donc la famille de Guise à cette époque-là, c'est la famille super puissante en France, tout simplement. Okay. Ils sont plus riches que le roi, ils sont plus puissants que le roi. Ils sont beaux, ils sont jeunes, il y a beaucoup d'héritiers. Parce que c'est des personnes qui ont fait des faits d'armes, que François Ier les adorait, qu'Henri II les adorait, puis qu'on leur a donné énormément de pouvoir en fait au fur et à mesure. On les a nommés maréchaux. Et puis il y a les terres en fait. Oui, Quand plus t'as de terres, plus t'as de revenus de ces terres et plus t'es riche en fait. Et donc c'est une grande famille terrienne aussi qui a beaucoup de terres et qui a été très douée dans ses mariages aussi. Quand t'arrives à faire des bons mariages avec d'autres familles, et ben t'as grandi encore plus tes terres. Et voilà, les Guises, ils étaient très très forts à ça. C'était très dangereux parce qu'ils avaient aussi leur propre armée et milice privée. Oui. Donc ça concurrençait aussi le pouvoir royal. Et c'est le cas des Guises. Pour le coup, les Guises, ils ont une super armée. Ils ont une armée plus puissante que celle du roi. Mais bien sûr. Depuis tout à l'heure, ça fait très Game of Thrones. C'est exactement ça. Genre Catherine de Médicis, c'est la comment ça s'appelle? Cersei. Oui, non mais clairement. C'est ça. Mais ça sert beaucoup. Les Lannister, c'est on dirait les ceux que tu viens de citer. Les Guises. Ouais, les Guises. La famille avec de la Guise. grosse armée, beaucoup de pognon, enfin c'est fou. Mais oui, mais on est totalement dans cette idée-là. Et les Guises, en fait, ils sont très très catholiques. Ils sont vraiment catholiques. Ils peuvent pas blairer les protestants. C'est simple, dès que Catherine de Médicis, elle essaye de calmer un petit peu les tensions, les Guises, hop, ils viennent, ils s'amusent à mettre un petit peu d'huile sur le feu. Ils veulent vraiment qu'on chasse tous les protestants du territoire. Et donc, ces Guises, en 1562, le duc de Guise, comme ça, il passe sur une plaine en Champagne, avec son cheval, comme ça, et son armée. Je fais très très bien le cheval. Et là, pour le plaisir, vraiment, pour le petit kiff, il fait massacrer une 50aine de protestants civils. Voilà. Okay. Bim, début des guerres de religion. Voilà. Parce que les protestants, forcément, ils sont pas très très contents, ils ripostent un petit peu. Ça part dans tous les sens. Et donc Catherine, là, elle rentre dans une période de 10 années de sa vie où elle va essayer tout le temps d'imposer la paix entre les catholiques et les protestants. Et pour ça, elle va avoir plein d'idées, vous allez le voir. Donc, de 1564 à 1566, déjà, elle entreprend un voyage à travers la France entière, donc avec les moyens de l'époque de locomotion, ça dure 2 ans.
Et l'idée, c'est de présenter son fils, donc qui est toujours mineur, Charles IX, au peuple français, d'aller rencontrer les Français, un petit peu comme Jacques Chirac qui allait manger du boudin sur les marchés. En fait, on est à peu près dans le même état d'esprit. Et c'était quel président qui allait manger le soir chez les Français aussi? Ah, ça, je ne saurais plus. Non, Giscard d'Estaing, il avait invité les éboueurs à manger à l'Élysée. Hollande, mais c'était un coup de com'. Non, mais il y en a un qui allait dîner chez les Français le soir. Bon, Oui, bref. Hollande. Ah, c'était Hollande? Avant. Oui, bien avant. D'accord. Bah, Catherine de Médicis, voilà, elle est dans le même esprit, c'est-à-dire qu'elle va de grosse ville en grosse ville, et elle se fait accueillir à chaque fois par le seigneur local, etc. Elle rencontre les gens, enfin, c'est plutôt une bonne idée, ça permet aux Français de voir leur roi, ce qui ne leur arrive jamais, hein. Quand t'habites à Marseille, concrètement, tu vois quasiment jamais le roi de France. Et elle va faire plein d'efforts. En 1570, elle va carrément céder des villes aux protestants. C'est-à-dire que voilà, il y a des villes, elle va dire, écoutez, voilà, ça va devenir des places fortes protestantes, étant donné que la quasi-totalité de la population était protestante. Elle disait, c'est bon, vous pouvez faire liberté de culte, ce que vous voulez. Ça reste la France, mais au niveau du culte, c'est à vous. Elle fait rentrer le chef des protestants, donc l'amiral de Coligny, au conseil du roi. Bref, voilà, elle fait énormément d'efforts, contrairement à toute la légende noire qu'on a aujourd'hui autour de Catherine de Médicis, où on pense que c'est vraiment une nana qui a essayé de tuer tout le monde. Et en 1572, là, elle se dit, allez, banco, j'ai l'idée du siècle, j'y vais. Je vends la caravane. Je vends la caravane, exactement. Donc non, elle vend sa fille, ce qui est pas mal aussi. Putain, j'ai dit ça au pif. Tout équipé, vous verrez, elle est très bien. Format voyage, option. Elle vend sa fille Marguerite de Valois. Oh non, elle la vend, mais elle la vend pas, mais elle la marie un petit peu de force. Le marié était pas chaud non plus. Hein. Elle la marie à Henri de Navarre, donc la Navarre, qui était un tout petit royaume qui était situé dans les Pyrénées, entre la France et l'Espagne. Et Henri de Navarre est un roi protestant avec la poule au pot. Et donc le mariage est célébré à Paris en août 1572. Donc tous les protestants, les grands protestants de France, du coup, viennent au mariage, étant donné que Henri de Navarre est un protestant. Mais là, tout de suite, il y a des petits conflits, c'est-à-dire que les protestants, ils vont mettre des tenues noires, très sobres, très éteintes, alors que les catholiques, les nanas, elles vont faire péter les décolletés de ouf, des robes bling bling, etc. Les protestants veulent pas rentrer dans l'église, donc ils assistent au mariage sur le parvis. À l'époque, on n'a pas d'écran géant pour la transmission. Et le marié, carrément, Henri de Navarre, pareil, il ne rentre pas dans l'église, il veut rester sur le parvis. Enfin, c'est voilà, ah c'est oui, donc gros drame, quoi. Non, mais alors moi, selon les versions, j'ai les versions où lui n'a pas voulu rentrer, j'ai les versions où la famille catholique n'a pas voulu qu'il rentre. Voilà. Ouais. Mais bon, en tout cas, visiblement, ça a été un mariage un petit peu compliqué, mais Catherine de Médicis, elle se dit un mariage, ça va être un couple mixte en quelque sorte, c'est formidable. De un, ils pourront passer dans Tellement Vrai, et de deux, ça va être quand même une preuve de. Elle avait de la suite dans les idées, elle était forte. Ça va être vraiment une preuve d'ouverture d'esprit de la part de la couronne. Sauf que voilà, à la même époque, comme je vous l'ai dit, on a l'amiral de Coligny, le chef des protestants, qui est rentré au conseil du roi. Et Coligny, en 2 ans, donc parce qu'il est rentré 2 ans auparavant, Coligny, en 2 ans, il est devenu super pote avec le jeune roi Charles IX, qui là, pour le coup, maintenant est majeur, mais qui est un adolescent, qui n'a jamais réellement connu son père, et donc qui s'est trouvé en l'amiral de Coligny un nouveau papa. Et l'amiral de Coligny, lui, ce qu'il veut, c'est vraiment défendre les intérêts des protestants. Et il va essayer de monter Charles IX contre sa mère, Catherine de Médicis. Et alors, Catherine de Médicis, elle apprécie pas du tout. Il essaye de faire prendre à Charles IX des voies que Catherine de Médicis essaye vraiment d'éviter, c'est-à-dire de déclarer la guerre aux Pays-Bas espagnols. Catherine de Médicis, elle veut vraiment éviter la guerre au maximum. Bref, Catherine de Médicis se dit, ce serait bien s'il mourait, ce type, quand même. Je pense que ça... La violence, non, mais bon... Voilà, mais là, c'est en tuer un, quoi. Ça va. Sauver tous les autres. Exactement. Pour le bien commun. Donc elle en parle aux Guises, et les Guises lui disent, écoute, t'inquiète Catoche, on va te faire un petit attentat des familles. Et donc on organise un petit attentat contre le duc de Guise, mais il s'en sort plutôt bien, étant donné qu'il a juste la main amochée, le pouce arraché. Oui, l'amiral de Coligny, pardon. Et l'amiral de Coligny s'en sort avec la main abîmée, le pouce arraché et le coude totalement explosé, mais en dehors de ça, tout va plutôt bien. Sauf que tous les protestants crient au scandale, oh mon Dieu, on a voulu tuer notre amiral, c'est vraiment pas gentil. Catherine de Médicis, elle commence à flipper parce que quelques jours après le mariage qui était censé arranger les tensions, les populations se soulèvent. Voilà, là ça commence à être un petit peu le bazar dans Paris, et donc elle se dit non, mais ce qu'il faut, ce serait vraiment le tuer. Et les Guises, qui avaient comme ça l'oreille qui traînait vers la porte,
lui disent ah oui non mais là ce qu'il faudrait c'est tuer tous les chefs protestants, comme ça ils auront plus de leader en fait et on sera pépouze. C'est l'affaire de 10 ou 12 hein. Toujours dans la demi-mesure. Voilà, non mais c'est l'affaire de 10 ou 12 personnes, on envoie des commandos, en 2 heures c'est réglé. Pas plus de 30. Et puis les partisans des Guises du coup ont été armés jusqu'aux dents pendant la soirée, ils ont eu un petit brief par leur manager qui leur a dit voilà, vous allez abattre telle personne. Et puis on s'est lâché le soir là quoi, il y a eu des milliers de morts en une nuit. Voilà, et ça a été le massacre de Saint-Barthélemy, c'est-à-dire qu'on s'est dit tiens, butons 12 gars et en fait on a assassiné tout ce qui ressemblait de près ou de loin à un protestant. Donc c'est parti un petit peu en sucette. Oui, léger. N'est-il pas? Et je crois que c'est le massacre de la Saint-Barthélemy qui va lancer la 5e ou la 6e guerre de religion. Donc voilà, il y en avait eu plein entre-temps. Et puis il est vachement connu en plus. Ah bah oui, mais c'est énorme, c'est un énorme massacre. C'est un événement majeur. Et c'est vrai qu'à Paris, on en parle beaucoup. On connaît pas vraiment aujourd'hui, au final, le véritable rôle de Catherine de Médicis dans le massacre de la Saint-Barthélemy. On sait que au pire, c'est elle qui a soufflé l'idée. Au mieux, elle a juste, mais quand même, totalement fermé les yeux et elle a laissé faire. Voilà. Donc, dans tous les cas, elle a pas eu un rôle très très cool, mais voilà, elle a probablement pensé que ça partirait moins en sucette que ça. Mais c'est con parce qu'on est parti d'une paix potentielle à un sbeul sans. Ah mais là c'était la France, c'était un véritable carnage à cette époque-là. C'était voilà, t'allais te faire une promenade à cheval, tu tombais sur des catholiques ou des protestants qui étaient pendus aux arbres par une bande rivale. En fait, la France était vraiment scindée en deux et on s'entretuait. Il y avait certaines régions où c'était que des protestants ou que des catholiques qui y vivaient, donc ça allait. Mais dans les régions limitrophes où la population était assez divisée, c'était vraiment source de grosses tensions. Donc en 1573, l'ambiance s'est plus ou moins calmée. En tout cas, la vie continue de suivre son cours. Elle magouille un petit peu pour faire élire son 3e fils, Henri, qui lui, voilà, est toujours vivant, roi de Pologne, parce que le trône de Pologne est libre. Et puis elle se dit bon bah voilà, ce serait bien avoir 2 fils rois, c'est quand même super cool. Et donc elle l'envoie en Pologne. Il se fait élire. Lui, il est un petit peu dégoûté parce que la Pologne c'est loin et qu'il a pas spécialement envie de devenir roi de Pologne, mais il y va. Et moins d'1 an plus tard, Charles IX, donc qui est officiellement le roi de la Saint-Barthélemy, meurt aussi. Donc Catherine de Médicis perd son 2e fils. Donc elle est censée faire revenir Henri III, mais qui est roi de Pologne. Donc il y a tout il est censé du coup laisser sa couronne de Pologne, mais c'est long, ça prend des délais. Lui, dès qu'il a su la mort de son frère par lettre, il s'est enfui en pleine nuit. Moi je trouve ça génial, il s'est enfui de son château, il a abandonné les Polonais en mode je me tire bande de bouseux, et il est parti à pied dans la Pampa, il a traversé les rivières et tout, il est revenu. Mais c'est ça, mais il s'est enfui de ouf de la Pologne, voilà. Et il est venu en France, il s'est fait couronner sous le nom d'Henri III. Donc lui, c'est vraiment le fils préféré de Catherine de Médicis. C'est le plus grand, c'est le plus beau, c'est le plus fort, c'est le plus cultivé. C'est le plus vivant. Voilà, c'est un des 2 vivants pour le moment. Mais c'est surtout un fils qui est moins faible que les 2 premiers. C'est-à-dire que lui, il veut régner tout seul. Donc Catherine de Médicis, elle va avoir un petit peu moins de pouvoir à partir de ce moment-là, mais elle va quand même continuer à sous-régner en quelque sorte, notamment en ce qui concerne alliance entre catholiques et protestants. Donc par exemple, elle va signer une liberté de culte dans tout le pays, je crois que c'est en 1574 aussi, sauf à Paris pour les protestants, parce que Paris est encore beaucoup trop catholique. Paris est vraiment une ville catholique avec les Guises à leur tête. Donc voilà, donc elle essaye voilà de continuer à laisser de la marge aux protestants pour apaiser les tensions, mais les Guises vont riposter en quelque sorte et ils vont créer la Ligue catholique. Comme son nom le dit, c'est pas un club de foot quoi. Voilà, c'est clairement pas un club de foot, et donc les guerres repartent de plus belle. Et puis pendant ce temps, Catherine de Médicis, qui avait son 4e fils, et bien son 4e fils meurt. Et elle se dit purée, j'en ai plus qu'un quoi. Ouah, j'en avais 4, je suis un peu dégoûtée. Une cartouche. Arrive le problème de la succession, étant donné qu'Henri III n'a pas d'enfant. Donc forcément, je crois qu'il a la trentaine à cette époque-là, donc on commence à se dire mince, comment est-ce qu'on va faire? Et là, bim, le seul héritier, le fameux Henri de Navarre, le gendre de Catherine de Médicis, qui est du coup protestant. Et là, Catherine de Médicis, elle se dit alors là, le jour où lui il est roi, ça va être la merde. Vu les tensions qu'il y a dans le pays, ça va être la folie furieuse. Donc elle arrive à motiver son fils Henri III pour, en fait, le but du jeu, c'est de pacifier au maximum le royaume pour préparer le terrain à Henri de Navarre, qui sera le futur Henri IV. Mais la Ligue, elle est carrément vénère de savoir que le prochain roi, ce sera un protestant. Donc les Guises, ils repartent de plus belle. Ils ripostent dans tous les sens. Et le roi, il en a ras le képi de toutes ces histoires. Il fait assassiner les 2 frères Guises au calme, à Blois. Petit coup d'état.
Bim. Ah, au moins il est efficace. Ah bah voilà, quelques jours avant ou après Noël, je sais plus, pam, plus de guise. Ça, Il c'est les fait fait. buter. Mais c'était les derniers. Bah c'était les deux frères, C'est les deux. les deux frères qui étaient à la tête du truc. Est-ce que c'est l'État, du coup, qui récupère le pognon? Des guises? Non, il y a des héritiers. c'est Il y a des voilà, il y a ce que des je demandais. héritiers, mais en tout cas, c'était vraiment que couper la tête de la Ligue catholique. Et Catherine de Médicis, elle meurt quelques jours plus tard, quelques jours après cette histoire à Blois. Pour la petite anecdote Tristesse ou de vieillesse. de vieillesse, elle meurt en 1589, elle est née en 1519. Pour l'époque, elle est bien quand même. Ah oui, hein. ça va. Voilà, ouais, pour Et l'époque, puis, elle est. elle a dû bien se donner toute sa vie, mine de rien, parce que pour orchestrer tout ça, il faut. Oui, bah elle a quasiment régné. En tout cas, elle a tiré les fils de la France pendant 30 ans, alors que c'est une nana qui est arrivée en France et qui a été plante verte pendant les quasiment 30 premières années. Donc c'est plutôt amusant. Et Catherine de Médicis, comme je vous l'ai dit, elle consultait beaucoup d'astrologues et au tout début de son règne, elle a rencontré, mais même pas de son règne, je crois que c'est quasiment quand elle est arrivée en France, elle a rencontré un type à l'époque où elle était stérile, qui s'appelle Nostradamus, et ce Nostradamus lui dit, oh là là, vous allez avoir 4 fils, dont 3 vont être rois de France et ils vont tous mourir, il y aura plus de Valois. Alors elle y a cru dur comme fer. Et ça s'est avéré être vrai, et il lui a dit, vous allez mourir près de Saint-Germain. Et donc vers la fin de sa vie, elle évite tout ce qui s'appelle Saint-Germain. Là, hein, voilà, quand elle. Ah, il me semble que ça me dit quelque chose. Et ben oui. Donc au final, elle meurt à Blois, donc ça va, plutôt tranquille. Et elle fait venir son confesseur et on lui dit, bah le confesseur, il est pas là, il est parti dîner. On lui trouve un prêtre qui s'appelait Monsieur de Saint-Germain. Et elle est morte à ses côtés. Voilà, c'est plutôt mignon. Voilà. Mais à côté de ça, Catherine de Médicis, ça a été une grande mécène. Elle a énormément fait agrandir le Louvre. Elle a fait construire le palais des Tuileries. Elle a fait énormément de choses pour les arts en France. Elle a apporté toute la culture italienne. Elle a défendu énormément d'artistes. Et je terminerai en disant que si vous googlisez Catherine de Médicis, vous allez voir des portraits vraiment qui sentent la joie de vivre. Hein, c'est vraiment une nana. On se dit, moi, je la veux en animation à mon mariage, quoi. Elle avait Bafa, il me semble en plus. Ah mais bien sûr, elle était chef scout quand même. Elle était chef louveteau. Et je terminerai voilà du coup avec sa devise qui lui sied très bien. C'est Lacrimae Inc. Inc. Dolor. De là viennent mes larmes et ma douleur. Ah bah sympa, voilà. Bien sympathique. Joyeux. Alors elle a l'air d'avoir fait des trucs de ouf, mais d'avoir eu une vie triste. Mon Dieu, mais tellement triste quoi. Comme beaucoup de femmes à l'époque, hein, de toute façon, en tout cas beaucoup de femmes de pouvoir. Hein, c'était pas la fête du slip, hein, cette époque-là. Si juste un petit commentaire sur la prédiction de Nostradamus. Alors tu auras 4 fils, ok balèze, mais ils vont tous mourir. Oui. Genre oui, de base. Un peu logique. Ouais, mais, non, mais 3 seront rois de France, c'est badass. Oui, voilà, ça c'est classe. Mais c'est à la fois badass, à la fois mauvais signe, parce que ça veut dire qu'il y a au moins les 2 premiers qui n'ont pas eu d'héritier. C'est vrai. C'est flippant. Pour elle, c'est flippant. Ok. Ouais. Bah, il avait quelque chose, ok, il avait quelque chose. Non, bah écoute, c'était très très chouette. J'ai appris plein de choses sur elle parce que je ne connaissais pas du tout son histoire. Et elle a rien fait en Franche-Comté. Et non, parce qu'à cette époque-là, la Franche-Comté est sous le règne de Charles Quint. La Franche-Comté est espagnole à cette époque-là. Et oui, étant donné que la Franche-Comté, je crois qu'elle est même carrément rattachée aux Pays-Bas espagnols. Je crois, aux Pays-Bas espagnols. Voilà, je crois que les Pays-Bas espagnols descendent jusqu'à la Franche-Comté. Oui, mais nous, ça nous paraît logique, mais je peux comprendre. Moi, la première fois que j'ai entendu les Pays-Bas espagnols, ça m'a fait bizarre. Du coup, passons de ce sujet au magnifique sujet de Aude sur l'origine de l'école. Ah, mais d'où ça vient ça? Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Alors pour commencer, à votre avis, est-ce qu'il a inventé l'école? Je suis sûr que non. Je suis sûr que non. Vu la façon dont tu poses la question, oui. Non. Bon, j'avoue, c'était un peu une question. Oui, surtout avec ton sourire. Alors, non, wink, wink. mais. Voilà, c'est toujours comme ça. Alors, effectivement, la réponse est non. Il n'a pas inventé l'école, puisque dès l'Antiquité, on a déjà des écoles. Pour vous donner 2 exemples connus, en Grèce antique, on a Platon qui va créer l'Académie en 387 avant Jésus-Christ, et Aristote le lycée en 335 avant Jésus-Christ. Donc, c'est un système scolaire un peu particulier où on enseigne déjà des choses qu'on voit encore aujourd'hui, la grammaire, les mathématiques, voilà ce qu'on appelle les arts libéraux, tout simplement. Et donc, cette école, elle est élitiste, sachant que les petites filles peuvent suivre une éducation, comme les petits garçons, mais à partir de l'adolescence, les filles sont retranchées chez maman pour apprendre les arts domestiques, et les petits garçons les adolescents continuent leur éducation de futur mâle alpha. Ah oui. Exactement. Eux avaient le droit à la haute éducation et les autres, c'était... C'est ça. À quoi ça mais sert? elles avaient quand même une petite base éducative dans des écoles... Pour pas faire honte à monsieur. Pour compter les nœuds, pour tricoter.
Exactement. Compter les légumes. Donc, l'Antiquité, ça dure un certain temps. Et pour vous resituer un petit peu Charlemagne, il faut qu'on se resitue au moment de la chute de l'Empire romain d'Occident, en 476, et plusieurs petits peuples que les Romains appellent barbares. Alors, je mets des guillemets. So-called barbares, parce que bon, ça dépend du point de vue, quoi. Alors, barbares, tout simplement, c'est parce que les Latins et les Grecs, en fait, considéraient que le mot barbare, ça veut dire ceux qui ne parlent pas le latin, ou ceux qui ne parlent pas le grec. De fait, ça faisait du monde, quoi. De fait, ça faisait beaucoup de gens. Ça fait les étrangers, quoi. Ouais. Les étrangers, tout Donc simplement. là, tout de suite, je suis plus ou moins barbare. Hein, Exactement. Et donc, ces peuples dits barbares vont s'installer sur les anciens territoires de l'Empire romain. Et peu à peu, une de ces tribus dites barbares va s'imposer dans l'ancien Empire romain d'Occident. Ce sont les Francs. Et les Francs... Cocorico. Exactement, les Francs. Et donc, dans la deuxième moitié du 8e siècle après Jésus-Christ, Charlemagne va régner sur un royaume très étendu, principalement au nord-ouest de l'Europe. Alors, le règne de Charlemagne, c'est à peu près 50 ans de règne, donc c'est un très très long règne, Ouais, c'est ouf. jusqu'à sa mort en 814. Donc, tout au long de son règne, le but de Charlemagne, c'est de consolider et d'unifier son royaume. Vraiment, c'est son but principal. Donc, comment il consolide et l'unifie, tout simplement par des conquêtes. Donc on va conquérir de nouveaux territoires. Mais pour l'unification, c'est pas suffisant en fin de compte de faire des conquêtes. Alors comment il va faire? Tout simplement, il passe d'abord par la langue. Comme vous aviez des multitudes de petits territoires, de petits peuples. On a plusieurs langues qui sont parlées. Par exemple, vous aviez les Burgondes. Par exemple, la reine Clotilde, l'épouse de Clovis, un de nos premiers rois, tout simplement mérovingien chez les Francs, était burgonde. Donc le mot Bourgogne, par exemple, vient de chez ces Burgondes. La Burgondie. La Burgondie, tout simplement. Et donc, il y a énormément de langues et personne ne parle la même langue, en fait, dans l'Empire de Charlemagne. Donc c'est le bordel. Donc on n'a aucune union, aucune unification. En plus de ça, on a une écriture qui est illisible. Une écriture dans des patois pas possibles, dans un latin... vraiment très local, en fait, au final. Un latin mystique. Un latin un peu approximatif, et surtout, on n'a pas de séparation des mots. Donc en fait, c'est des lignes comme ça, et donc toutes les traductions sont un peu... Il n'y a pas de ponctuation. Mais surtout dans le latin, la ponctuation est quand même super importante. Une virgule, un machin et tout te change quand même la totalité de la phrase. Il faut savoir que la ponctuation latine, même antique, il n'y a pas tant de ponctuation que ça. Oui, mais le peu qu'il y a, elle est quand même assez importante. Tout à fait, Elias. Je suis tout à fait... Avec Alex et Hicham, on est calés sur le latin. J'en ai fait jusqu'en terminale. Et bim! Allez. Mais moi, je parle pas aussi bien qu'elle. On parle pas, on le traduit. C'est déjà pas mal. Et donc c'est très compliqué de pouvoir lire ou traduire un texte. Donc même dans tout ce qui est administratif pour le royaume, c'est extrêmement compliqué. De plus, on a aussi une non-unification au niveau religieux. Pourquoi ? Parce qu'on est encore dans un moment de notre histoire où le christianisme n'est pas encore totalement imposé partout dans l'Empire. Il y a énormément de croyances encore païennes. Le paganisme est encore très présent. Oui, c'est bien 200 ans après, non ? 150, 200 ? Ah mais de toute façon, l'unification autour de la chrétienté... c'est vraiment elle est super tardive. Même encore, parfois au 19e siècle, tu peux encore dire que tout le monde n'est pas encore chrétien. Ah oui, pardon, vous étiez déjà là, pardon. Mais voilà, en tout cas, pendant la période de Charlemagne, il y a énormément de croyances, et les conquêtes nous font compiler les choses. En fait, est-ce que tu peux peut-être rappeler le siècle de Charlemagne, parce que je pense que tu ne l'as pas dit. Oui, je l'ai pas dit. Ouais. C'est au 9e siècle. Voilà. Tout simplement. Voilà. Du 9e. On parle peut-être pas latin, mais c'était évident Camille. Je ne vise personne, mais je me suis dit que ça en intéresserait peut-être certains. Seconde moitié du 8e siècle. Pas tous aussi, voilà. Oui. Seconde moitié du 8e siècle. On le savait très très bien. Ouais. Alors ça va. Merci. Et donc les conquêtes n'aident pas en fait à cette unification religieuse, puisque quand Charlemagne va aller conquérir des nouveaux territoires, notamment va aller faire la conquête du royaume saxon, ce sont des païens, les Saxons. Et donc il a énormément de mal, et justement il va faire une campagne d'évangélisation par le sang chez les Saxons, tellement il veut unifier, donc il va y avoir des massacres. De toute façon il n'arrive pas à leur parler, donc... Oui, c'est un peu compliqué, donc oui, de toute façon l'évangélisation c'est un autre thème, mais c'est très intéressant, puisqu'il y a tout ce problème des évangélisateurs qui doivent venir, et qui ne savent pas parler la langue, donc ils doivent trouver des moyens
un peu indirect pour leur dire mais attends, oui, tu fais comme ça habituellement, mais tu sais, on peut adapter, hein, on est cool, on adapte les choses. C'est un autre sujet, mais de la propagande, mais on en parlera. Tu fais des Saturnales, c'est très intéressant aussi. C'est exactement ça. 25 décembre, ça te va? Écoute, il me va aussi. Et donc, vu la taille du royaume de Charles, il a besoin d'une administration et d'administrateurs qui soient des hommes d'église éduqués et qui vont transmettre un message unique dans tout le royaume pour avoir cette unification. Donc il va mettre en place par un texte qui s'appelle l'Admonitio Generalis, qui est un capitulaire. Alors, qu'est-ce qu'un capitulaire? C'est des textes, en fait, de loi ou des décisions politiques qui sont rangées par chapitre. C'est pour ça, caput, c'est le chapitre, c'est la tête ou le chapitre aussi en latin, et ça veut dire que c'est rangé par chapitre. Et donc, cette Admonitio Generalis, elle va être promulguée le 23 mars 789, et dedans, Charlemagne fait part de sa volonté de créer des écoles. Il dit tout texto dans son texte, nous voulons que des écoles soient créées pour apprendre à lire aux enfants. Ce qui vous montre à quel point la lecture n'est pas encore totalement... Oui, elle ne le sera toujours pas, malheureusement, malgré ça. Hein, D'ailleurs, Charlemagne lui-même ne savait... Charlemagne lui-même ne parlait pas très bien et ne lisait pas très bien le latin non plus, même à cette époque-là. Oh, la honte. Donc, c'est à cause de ce texte et d'autres sources médiévales qu'on dit que Charlemagne a inventé l'école, puisque Éginard, qui était le biographe de Charlemagne, parle justement de toutes ces décisions de Charlemagne de créer des écoles, etc. Et donc cette Admonitio Generalis, elle va mettre en place en fait les premières écoles, on va dire réformées. Et en fait, il a standardisé plusieurs choses. Et donc en fait, chaque monastère va être quasiment dans l'obligation d'ouvrir une école. Alors cette école, elle est réservée uniquement aux garçons. Là, faut pas déconner. Ouais. Uniquement aux garçons, et elle fait toute leur scolarité, et surtout on leur apprend à lire et à écrire. C'est la chose principale. Justement, cette éducation, elle va passer par les livres, donc par la lecture, mais aussi par l'écriture. Et donc il va falloir standardiser cette écriture, puisque je vous ai dit, l'écriture, c'était tout attaché, il y avait pas de séparation. C'est du freestyle. C'était du freestyle. Et donc on va mettre en place une nouvelle écriture qu'on appelle la minuscule caroline. Ah, et c'est l'écriture cursive actuelle oui. Enfin, les prémices de l'écriture. C'est l'écriture, voilà. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on peut la lire. Ok. C'est plus facile à lire, tout simple. Et en fait, si vous voulez voir à quoi ça ressemble, vous allez voir, par exemple, sur... moi, j'avais juste une petite remarque sur le fait qu'ils ouvraient, on va dire, les écoles et l'éducation que pour les petits garçons. Mais à l'époque, ça leur a pas paru être une mauvaise idée de se couper de 50% de la population, en fait? Non, parce que il faut que tu vois que les femmes ne sont pas considérées comme un parti prenant pour la... Oui, c'est pas l'égal de l'homme de toute façon, et elles ont pas part dans tout ce qui est politique et religieux. Et là, le but de Charlemagne, c'est d'unifier. Même d'un point de vue, je veux dire, c'est con, mais purement sociétal, genre pour travailler dans les magasins, dans les machins et tout, ils se disent clairement dans 50%. Mais elle travaille pas, la femme? Elle travaille pas, oui. Ok, bon, désolé, c'est pas la même époque. Mais tu vas avoir la femme qui va travailler, qui va vendre des draps ou quoi, mais souvent c'est parce qu'elle a repris les shops de son père et que petite, son père lui a appris comment faire. Okay, voilà, mais t'as pas une demoiselle qui va naître dans un village et puis qui va dire plus tard je serai fleuriste. Okay. En fait, voilà, et puis elle a pas le droit de tenir en tant que telle le commerce. Elle va toujours être sous la tutelle de quelqu'un. Que ce soit un oncle, que ce soit son mari, donc de toute façon... Pire que ce que je pensais. Ah non, la condition de la femme au Moyen-Âge est un peu particulière. Hein. Et c'est une drôle de façon de dire dégueulasse. Ça dépend de quelle partie du Moyen-Âge. C'est ça. Mais là, sur le haut Moyen-Âge carolingien, oui, c'est pas foufou. C'est pas foufou. Et on n'en parle pas des mérovages. Ouais. Ah bah donc, non. Franchement, non. Depuis tout à l'heure, on fait des blagues d'historienne. Vraiment, on est en dehors. Camille, on se comprend. Monsieur, c'est pas qu'on vous aime pas, mais genre incapable de comprendre la blague. Alors, donc cette minuscule caroline, si vous voulez voir à quoi elle ressemble à peu près, si vous prenez vos Word, tout simplement, vous mettez dans la barre de police onciale. C'est à peu près la police onciale, c'est à peu près l'équivalent de onciale, ouais. Ok. T'as écrit ça comment? C'est ONCIAL, je crois. Ok. Voilà, mais ça ressemble un peu à ce qu'est la minuscule caroline. Donc, on va séparer les mots, la chose la plus importante quand même, les uns des autres, et donc, il va falloir, pour cela, refaire des manuscrits avec cette bonne écriture. Donc, ça va lancer, en fin de compte, tout un travail de copie,
d'ouvrages, puisque l'imprimerie n'existe pas. Donc, on fait tout à la main. Donc, ça permet d'ouvrir dans ces écoles monastiques des centres de copie où les moines copistes vont recopier les manuscrits. Et si aujourd'hui on connaît les textes antiques, par exemple les textes de Cicéron, de Sénèque, de Pline... Depuis des centaines d'années, il y a des mecs qui se relaient pour réécrire. C'est qu'ils écrivent. Et ça prend beaucoup de temps à décrire un manuscrit. C'était les retweets de l'époque. Ça prend énormément de temps. Il faut vous imaginer pas un que nombre de mots dans limité. ça s'appelle un scriptorium, l'endroit où les moines écrivent dans le monastère. Et dans le scriptorium, la température est de 0 degré. Pas plus, il faut pas que ça soit en dessous de 0 degré. Pour la conservation du papier. Surtout pour pas que l'encre gèle. Ah putain. C'est surtout pour ça. Et ils sont mais assis. S'il fait 15. Il aurait pu faire 5, ne serait-ce que 5 degrés. Bah, il peut faire 5 degrés, mais la Non, plupart mais du temps... 0. Oui, mais C'est pas plus de l'hiver, zéro. là, on parle de monastère au fin fond des Alpes, pour la plupart du temps. Voilà. Si vous avez quelques Donc l'été, ça va, il fait bon, mais voilà. Le double vitrage était pas fou. Puis ils sont assis, si vous voulez, dans des sortes accroupis, avec leur petit crayon qui s'appelle un calame, recroquevillé sur eux, à écrire toute la journée, et pour produire en une journée, ils produisent à peu près 7 pages. Ah oui. C'est un bon ratio, je trouve, à la main. Pas le droit à la rature, c'est pas mal. Alors, il y avait des effaceurs. Si tu rates, tu recommences ou tu peux faire une rature, mais bon, c'est pas très bien vu parce qu'il faut vous imaginer qu'un manuscrit, c'est quand même un objet de luxe que tout le monde ne peut pas s'offrir. Donc, vous avez accès à des manuscrits dans les monastères parce que les moines copistes s'en servent. Et d'ailleurs, la plupart des élèves qui vont étudier dans les monastères peuvent se retrouver copistes et moines copistes par la suite. Et t'as dit, c'est quoi le calame? Le calame, c'est le style. C'est la même chose qu'en arabe. C'est la même chose qu'en arabe, exactement. Okay. Ça s'appelle un calame. C'est bien ce que j'ai compris. Ok. Et donc ça prend énormément de temps et c'est un objet de luxe qui n'est pas à la portée de toutes les bourses, tout simplement, puisque la plupart des hommes de l'époque assez riches, sur ces hommes-là, très peu possèdent une bibliothèque. Avoir une bibliothèque à cette époque, c'est montrer une puissance et une richesse hors du commun. Mais donc, cette réforme carolingienne de l'éducation permet de lancer aussi tout un commerce du luxe autour des manuscrits. Donc, ce travail aussi permet d'unifier, en fait, la liturgie aussi chrétienne autour des manuscrits aussi. Et pour Charlemagne, la religion est vraiment le facteur par d'excellence, d'unification. Donc, il va y avoir un fort développement des écoles par la suite. Du 9e au 11e siècle, on va avoir les écoles monastiques, ce que je vous ai expliqué. Puis à partir du 11e siècle, on va avoir les écoles cathédrales. Donc en fait, on passe de l'école monastique à l'école cathédrale avec les chanoines. Donc c'est juste un transfert. Et à partir du 12e siècle, on va avoir la naissance de l'université, notamment à Paris. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on va avoir cet amalgame sur Charlemagne qui a inventé l'école. Puisque la plupart du temps, à partir du 12e siècle, on va dire que Charlemagne est le saint patron des universités, notamment celle de Aix-la-Chapelle où il avait son palais résidentiel. Et donc, à partir du moment où on dit que Charlemagne est le saint patron de l'université, on fait de lui, en fait, le créateur de la scolarité. Mais c'est de la scolarité moderne et pas de la scolarité toute Ça arrive par la suite, parce que c'est à la fin du 19e siècle, avec Jules Ferry, notamment, que Charlemagne devient le saint patron, vraiment, de l'école. À partir des lois de 1880 de Jules Ferry, on va avoir donc tout ce renouvellement scolaire qui se met en place avec l'école gratuite et obligatoire, laïque et obligatoire. Et donc, on va mettre en place des manuels scolaires grâce à le manuel scolaire d'excellence du 19e siècle, c'est le Petit Lavis, qui était le manuel scolaire. Lavis. Oui, le Lavis, le Petit Lavis, ouais. C'était Ernest Lavis. Comme en arabe. L-A-V-I-2-S-E. L-A-V-I-2-S-E, Ernest Lavis, du nom de l'auteur, Ernest Lavis. Et dedans, on va avoir, quand on va parler de Charlemagne, des magnifiques petites gravures montrant Charlemagne en train de récompenser les bons élèves. Oui, avec des petites têtes blondes, trop mignonnes. Ouais. Propagande. Exactement. Ce qui, en fait, le pose dans la position du saint patron de la scolarité. Et c'est de là qu'est né cet amalgame de Charlemagne qui a inventé l'école. Et effectivement, alors, il n'a pas inventé l'école puisqu'elle existait déjà, mais il l'a fortement réformée à son époque, mais il y aura d'autres réformes par la suite, ce qui fait que c'est un précurseur de la réforme, mais pas l'inventeur de l'école. Et justement, cet amalgame continue et perdure, puisque c'est France Gall, dans mes souvenirs, et puis après Sheila, qui vont reprendre cette chanson, c'est France Gall qui l'écrit, la chanson qui a eu cette idée folle que vous avez entendue en introduction, et qui continue à faire courir cette légende que Charlemagne aurait inventé l'école. Voilà.
Absolument. Et du coup, on ne dira plus de bêtises, même si on peut quand même chanter ces chansons. Oui. Vous saurez que France Gall et Sheila, je crois, Sheila ne sont pas des, c'est bonnes, Sheila, des ouais. bonnes C'est sources Sheila, c'est l'école est historiques. finie, je crois. Et c'est France Ah Gall bon qui chante. Mais oui. L'école L'école est est finie. finie. Voilà, tu Donne-moi sens ta les profs là. main et prends la mienne. Ouais. J'ai des références de merde. Hein. Un peu, oui. Ah, du coup, bah tiens, parle-nous de ton magnifique sujet, parce que je suis sûr que tu as d'autres références fort bien trouvées. Ça ne sert à rien. Je ne comprends rien. Vous voulez que je vous l'explique au tableau? Maître dit, l'élève fait. Ça sert à quoi tout ça? Ça sert à quoi tout ça? Super belle référence, je sais pas si vous avez reconnu, c'est pas moi qui ai fait le jingle, mais j'applaudis. Merci. La chanson à la fin. Ah non. C'était Maxime Forestier. Maxime Maxime Forestier. J'ai fait tellement de trajets en voiture en écoutant ça, putain, mon enfance était longue. C'est rigolo parce Oui. qu'il y aurait beaucoup à dire sur ce qu'on entend dans le jingle et sur la posture du prof qui doit être revue aujourd'hui par les pédagogues. Donc, Les pédagogues? ouais, les gens qui Et étudient oui. la pédagogie. Ah oui, ok. Putain, j'ai jamais entendu ça, mais Moi non très plus. bien. T'as Pernou. Pernou, il fait beaucoup sur... Jean-Pierre Pernou. Non, c'est pas sur le juste prix, mais sur la juste manière d'éduquer. Je suis désœuvré. Il y a des trucs pas mal, et notamment des trucs qu'on Mais donne quand tu es déshonoré, c'est pas ton formation fils. de- Désœuvré. Ah, désolé, pardon. en formation de prof, c'est rigolo. Alors, Allez, moi, c'est pas le- Alex. On t'écoute. l'idée à la base, c'était de discuter du rôle de l'école. Donc, une question peut-être un petit peu simple d'abord. Oui, à vous poser, moi. c'est- Oui, non, j'en ai une. Ouais, Qui a vas-y. inventé l'école? Alors, du coup, c'est pas Charlemagne, hein, si on a écouté. Comme le disait Audin. Sheila qui raconte pas. Bon. Voilà. Ta question simple. Du coup, question simple, c'est quoi l'école? Ou ça sert à quoi l'école? Oui, en fait, c'est le thème de ton sujet. Ah, en fait. oui, mais c'est je bien, sais. c'est bien. J'avais vu, Il a rien je préparé, m'inspire en du fait. patron qui plein de fois a posé une question d'abord. Je vais le faire pour après voir, aussi. voilà. À passer de l'écriture en lettres détachées en lettres attachées. Caroline et C'est à Ça l'école, fait- moi, que j'ai appris à ça écrire en sert- lettres attachées, à faire des bâtons, puis ensuite à les lier comme ça. à nous Oui, oui. formater. Ça sert à fournir à une population une base commune qui leur permet d'avoir des références et d'échanger entre elles et après de choisir leur vie de manière libre. Et voilà. Libre. Ouais. C'est une super jolie définition. Je vais sans doute revenir un petit peu dessus après. J'ai fait de Et mon mieux. tu disais quoi, Hicham? Oh, rien pour qu'on ait, pareil, qu'on ait des bases. De Pierre. Non, Ouais, non. comme lui, la suite t'as dit c'était bien. T'as dit pour nous. Enfin, formater, mais c'est pas le mot que je voulais en fait. Non, mais sérieux, Mais il y a un formater, peu ça de fait il y a un trop. peu de ça, je trouve. Ouais, Formater, mais- ça Ah fait oui. trop Ouais, mais pour ça va être- oublier. on va en discuter un petit peu. Ouais. Aujourd'hui, il y a quand même une grosse partie, enfin, dans les programmes qui a été rajoutée pour qu'on nous donne les valeurs de la République. Enfin, c'est. Ouais. La Ouais, magnifique éducation morale et civique. Ah, mais c'est EMC. voilà, Il y c'est en a quand même partout, quelque les chose valeurs- les valeurs de- alors, en de effet. fabuleux, ça. Alors, l'école. Du coup, c'est ce que je Comme voulais la- dire, formater. Comme l'a bien dit Ilias, l'école, ça a pour but d'apporter une éducation disciplinaire et civique jusqu'à 16 ans au minimum. Elle est fournie cette éducation sur 3 principes: la gratuité, la laïcité et la neutralité. La neutralité, ça englobe la neutralité politique, la neutralité religieuse et la neutralité commerciale. Alors, une éducation disciplinaire et civique, ça va servir à quoi? Ça va servir comme Charlemagne le voulait, à ce que, en sortant du collège, donc école primaire plus collège, tous les enfants aient un socle commun de connaissances académiques et de compétences académiques comme sociales. D'ailleurs, il y a 2 ans, il y a eu une réforme des programmes de collège dans ce sens-là, avec un socle commun de compétences et de connaissances à avoir, et il y a 8 domaines. Qui ont été 5 déterminés, domaines. définis. 5 domaines, je vais pas dire de bêtises. Moins de 10. Non, mais c'est pas bien de Entre faire des 5 et bêtises. 10. Mais dans ces domaines, il y a notamment la formation du citoyen. Ok. Et dans la formation du citoyen, c'est qu'est-ce qu'être citoyen, c'est qu'est-ce que les valeurs de la République. C'était l'éducation civique de jadis. Oui, de c'est quoi- c'est ça sous un C'était nom le maintenant, droit. éducation morale et civique. C'est Ouais. plus ECJS. Et puis c'est un truc que éducation normalement, juridique et c'est un truc que sociale. t'es censé bosser dans toutes les matières. Dans toutes les matières. Donc ton rôle de, Ah oui, de d'accord, responsable, de citoyen responsable, Dans le les but c'est de te mathématiques. former là-dedans. Et il y a un petit côté, alors formatage, c'est vrai que c'est pas un joli mot, mais l'idée c'est que c'est beaucoup plus facile. Standardisation. Ouais, c'est beaucoup plus facile d'avoir un peuple avec tous des gens qui comprennent
comment ça fonctionne et pourquoi ça fonctionne comme ça, que si t'as des gens qui comprennent pas et qui veulent pas comprendre. Mais genre l'élection des délégués de classe, c'est quand même l'arnaque ultime. On est bien d'accord qu'un délégué de classe n'a jamais servi à grand chose. Si, non, alors moi j'ai eu que des inutiles. Le nôtre, il nous a imposé d'avoir une horloge quand j'étais en 6e super. Le temps paraissait encore plus long, quoi. Mais les autres enfants ont eu des enfances différentes. Spécial dédicace au collège Jean Bosco. Pour ce qui est de la virgule sur le délégué de classe, il a un rôle primordial pour l'enseignant, c'est une décharge de responsabilité quand t'envoies un gamin en dehors de ta salle. Et c'est une poucave potentielle aussi. Il peut balancer tout. Ouais, mais non, parce que comme c'est les gamins qui élisent, c'est pas toujours les plus dignes de confiance. Tu veux dire quand les délégués vont faire les photocopies des profs au bureau des surveillants, tout ça, c'est là que tu envoies l'élève. Non, mais je veux dire quand t'envoies un élève qui doit, t'as le droit d'enlever qu'un délégué? Non, en général, tu le fais, ça sert à ça. Mais bon, on pourra en rediscuter. Pas du tout le sujet. Donc, ils sortent normalement tous égaux aussi du collège, puisque la grille, elle est nationale. Oui. Égaux, mais on leur a donné des notes. On n'a pas tous les mêmes notes, ouais. Oui, mais après, ils ont acquis que tu as eu des bonnes ou des mauvaises notes, le programme, tu l'as parcouru. Oui, donc, t'en as peut-être des niveaux d'appréhension différents. Mais en attendant, normalement, par l'école, et avec des bons enseignants, on a tous la même connaissance égalitaire, quoi. On a tous le même socle. Alors, là, il y a deux écoles de pensée là-dessus, sans vilain jeu de mots. Il y a l'égalitarisme et l'élitisme. L'égalitarisme, c'est la politique officielle depuis déjà plusieurs années. Oui, tout va bien. C'est l'utilisation de l'école comme un ascenseur social. C'est ce qui va permettre à toutes les classes du peuple d'accéder au niveau d'études de leur choix, peu importe là d'où ils viennent. L'élitisme, qui est plutôt l'ancienne politique qu'on pouvait retrouver avec notamment les grandes écoles de France, grandes écoles, je pense Centrale, les mines, Polytechnique et compagnie. C'est l'utilisation de l'évaluation continue ou ponctuelle pour séparer les scolaires des moins scolaires, selon leur aptitude à travailler pendant les études, à retenir par cœur énormément de choses, à avoir des capacités d'analyse poussées dans certains domaines. D'accord. Et surtout ceux qui sont abordés pendant les études. Et là, tu me permettras de faire une transition magnifique pour mon sujet suivant, mais... Bien sûr. Et tu repartiras de là. Donc officiellement, si le but c'est l'égalité des chances, il y a quand même quelques petites limites. Et c'est ça qui est intéressant de voir et qui est pas forcément facile pour nous, parce que si on souhaite l'égalité, on a tendance à garder en nous une certaine forme d'élitisme. Alors pour ça, j'ai pris deux cas pratiques à observer. On observe d'abord Greg. Greg, il rentre en 3e là en septembre. On dirait un problème. Félicitations Greg. Prénom d'emprunt. Bravo Greg. Je voulais prendre des trucs un petit peu neutres. Greg est intelligent. Greg, non. Alors justement, cette année c'est le DNB, le diplôme national du brevet. Greg a un niveau moyen, mais son père est enseignant de lettres. Il le dépose le matin et il l'aide à faire ses devoirs tous les soirs, avant qu'il ait le droit de jouer à la console. À la console, oui. Il est inscrit dans un club de sport où il va 2 soirs par semaine, et parfois, le week-end, il a des cours particuliers en maths où il est pas très bon. Et comme son père est prof de lettres, il est pas très très bon non plus en maths, et il peut pas l'aider. Mince. À côté de ça, il y a Olivier. Olivier, il rentre aussi en 3e. Cette année, c'est aussi le diplôme national du brevet pour Olivier. Olivier a également un niveau moyen. Et il est souvent en retard parce qu'il doit amener son petit frère à l'école avant d'aller au collège. C'est mignon. Et en plus, le soir, il doit aider son petit frère. Le soir, il doit aller le chercher, lui donner son goûter. Ensuite, il essaye de faire ses devoirs, mais des fois, il a la flemme et il joue, parce que ses parents, ils rentrent tard le soir. Et quand ils rentrent, ils servent le dîner, et après, c'est dodo. Et le week-end, c'est foot avec les copains. Tu me fais bader, là. Ouais. Là, je le vois venir d'ici, tu me fais bader. Tu commences à gentiment comprendre que sur les deux profils... Eh ben, le deuxième, c'est un débrouillard. Il y en a un qui va passer une année de 3e vachement plus facile que l'autre. Et si ça dure pendant des années, l'égalité, elle est déjà vachement plus dure à atteindre pour Olivier que pour Greg. Ça, c'est vrai, oui. Et si la population d'un établissement, elle n'est pas socialement mixte, on se retrouve avec beaucoup plus d'Olivier dans la classe que de Greg. Ce qui est du coup beaucoup plus difficile aussi à faire court, donc à atteindre les fins de programme. Donc, ça veut dire que les établissements, après, ils sont plus égaux entre eux géographiquement, surtout, même si tu as une grille nationale de connaissances et de compétences. Et puis je précise, c'est beaucoup plus difficile à faire court, j'imagine, pas parce que ces personnes sont des mauvais élèves, etc., mais parce que... Ah non, parce qu'ils ont plus de lacunes, donc c'est... Ouais, et puis de lacunes, et puis on va dire, quand ton côté personnel est très chargé,
on le voit tous, si vous avez si tu peux pas faire tes devoirs à la maison, c'est vachement plus difficile pour toi de comprendre le cours. Ouais, et puis même en cours, t'es potentiellement plus fatigué, moins serein, bien sûr. etc. Donc ça peut vachement jouer sur la concentration, sur les capacités, les facultés d'apprentissage. Alors, conséquence supplémentaire d'un climat de travail difficile, les enseignants ne restent pas longtemps dans les établissements avec des publics socialement défavorisés, ce qui fait qu'on se retrouve avec des équipes renouvelées chaque année par des enseignants peu expérimentés pour la plupart, contrairement aux établissements très bien cotés, où finissent les profs en fin de carrière. Du coup, là, l'égalité des établissements, elle est plus du tout vraie. Donc il y a vraiment un côté local des établissements. Et puis j'ai pas accentué le cas, mais ça peut être, il y a des familles qui sont monoparentales, donc c'est plus difficile de s'occuper parce que surtout si t'as plusieurs gamins, tu peux pas tout faire en même temps, tu peux pas te découper. Le cas que j'ai pu voir de familles immigrées depuis moins de 2 générations, donc ils parlent pas tous le français. Des familles. T'as pas les mêmes systèmes d'éducation plus suivant les pays. C'est un pays qui a un système d'éducation différent. La référence des grands-parents, des parents pour aider, elle va être difficilement transmissible. Ouais, et puis il y a une sacrée différence entre lorsque, ne serait-ce que lire ton énoncé, tu peux le comprendre, ou si t'arrives déjà pas à comprendre la question parce que le vocabulaire te manque, parce que t'es arrivé il y a 3 ans, 4 ans, 5 ans, ou que à la maison, personne ne parle français. Donc personne peut t'aider. T'as un devoir à la maison, débrouille-toi. Donc c'est, même si on essaye de faire des trucs, c'est quand même pas les mêmes conditions. Et c'est hélas souvent dans les mêmes établissements que se retrouvent ces cas de figure difficiles. Comme par hasard. Bizarrement. Et à côté de ça, cette limite à l'égalité des chances, il y a une culture de l'élitisme qui est encore profondément ancrée, et ça on le voit 2 années successives en 3e et en seconde. En début d'année de 3e, c'est une majeure partie des élèves et des parents qui souhaitent, en fin d'année, une seconde générale et technologique plutôt qu'une seconde professionnelle pour leurs enfants. La voie professionnelle est encore très très mal vue de la part des familles. C'est vu comme un échec de la scolarité. Et en début de seconde, c'est pareil, ils veulent surtout une générale, et si possible, la filière S. Alors si on nous écoute dans quelques années, ça va paraître bizarre parce qu'il n'y aura plus de filière S, normalement. Ça ouvre toutes les portes. Mais parce que ça ouvre davantage de portes. Pourquoi ? Pour les études dans le supérieur. Donc on reste encore sur une certaine forme d'élitisme, même chez nous. Même dans nos familles, alors que ceux qui disent moi je suis pour l'égalité, mais mon fils il fera S, faut essayer de se poser un petit peu la question. Bien sûr. Donc il est difficile de se rendre compte de les difficultés de l'école quand on est dans un groupe de personnes qui ont tous fait des études après le bac. Ouais. Mais après, moi, j'ai l'impression aussi que ça se passe un petit peu dans l'autre sens. C'est-à-dire que un élève de 3e qui va avoir des notes moyennes et qui a envie de tenter sa chance en général, on va l'envoyer mais faire un bac pro vente, alors que le gamin, il a pas du tout envie de faire de la vente. Et ça, je trouve ça de temps en temps un petit peu dingue quand même, parce qu'au pire des cas, il se casse les dents. Pourquoi est-ce qu'on l'envoie pas se casser les dents tout seul ? Alors ça, c'est pour un côté pratique de réorientation après. C'est-à-dire qu'il y a un nombre de places en professionnel qui est limité. Ouais, mais si le gosse il va déboîter, peut-être qu'il peut se réveiller. Non, mais ça tient. Justement pour en avoir discuté en conseil de classe, ça tient beaucoup plus du miracle que du cas général. L'élève qui se réveille en seconde, parce qu'au final, la différence entre la 3e et la seconde, c'est un gouffre de travail en plus. Donc un élève qui est pas scolaire, il y a vraiment très très peu de chances que d'un seul coup, il se mette à aimer ce qu'on fait au lycée. Pour une matière, c'est jouable. Je suis enseignant de physique, je sais de quoi je parle, mais par contre, il y a plein de matières où c'est compliqué. Du coup, l'élève qui va vraiment se réveiller en seconde, c'est très très rare. C'est pareil que l'élève qui pour le redoublement, qui a été très très longtemps discuté, il y a eu beaucoup d'études dessus, et c'est très très difficile d'avoir des bons redoublements, parce que ça dépend vraiment de l'élève. Et c'est vraiment très rare que ça soit efficace, parce que souvent c'est forcé. Mais ce gouffre de la 3e à la seconde, il est voulu ? Non, c'est juste que tu changes de rythme. Il est récent, je veux dire. Enfin, c'est parce que quand on y était, juste une question. Vous l'avez ressenti vous ce gouffre, parce que t'es pas le premier enseignant à m'en parler. Moi, j'étais très mauvaise en 3e, très bonne en seconde, et je n'ai jamais rien fait de toute ma scolarité. Je vais t'y répondre là. Cool. Okay. C'est que pour nous, c'est très très difficile de se rendre compte de la difficulté de l'école, parce qu'on est un groupe de personnes qui avons tous fait des études après le bac. Donc on est tous un groupe de personnes pour qui l'école, entre guillemets, c'était facile, peu importe nos notes. Même si on a redoublé, même si on a redoublé, j'ai retapé des années. Tu peux être mauvais en 3e et faire de bonnes études derrière, alors. Non, parce que moi j'étais très 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 bon au collège, et au lycée je l'ai survolé tranquillou.
En fait, je pense qu'il y a aussi une question, c'est que je pense que c'est aussi la question, et après on va essayer de pas trop t'interrompre. Ouais, mais il y a la question du syndrome et de la maladie, c'est que s'il y a un syndrome de l'élève qui a du mal, on sait pas forcément d'où ça vient, mais dans ce cas-là, il faut pouvoir le prendre en charge, et que ce soit du côté des parents ou des enseignants, effectivement, peut-être que cet enfant va pouvoir déboîter, mais si il y a rien dans son environnement ou dans sa prise en charge dans l'école qui change une fois qu'on l'a fait passer, ben en fait, il va pas forcément pouvoir gérer tout seul. C'est une charge beaucoup trop lourde pour un enfant de cet âge-là. Et je pense que ce que tu disais, Camille, cet enfant pourrait effectivement déboîter, mais si on le laisse tout seul, bah comme tu dis, ça tient du miracle, et il faudrait pouvoir les aider, mais bah manque de moyens. C'est simple. J'avais les troisièmes cette année, j'étais professeur principal, donc j'ai vu l'orientation en seconde. Beaucoup plus de fois que ce qu'on pourrait croire. On les envoie en général, alors qu'on a des bonnes idées sur le fait qu'ils vont s'y casser la figure, mais parce que la famille insiste. Parce qu'aujourd'hui, de toute façon... Oui, c'est la famille qui a le dernier mot. La famille, entre guillemets, le dernier mot, c'est pas comme ça que ça s'appelle, mais dans l'idée, c'est plutôt ça. Ouais. Le fait est qu'on a des élèves qui se retrouvent à partir en général l'année prochaine, où on est quasi sûr qu'ils vont se casser la figure. Et le problème, c'est qu'après, pour retourner en pro, ils sont plus prioritaires. Et en pro, déjà, il n'y a pas assez de place. Ah, mais si le pro leur plaît pas, en fait. Parce que, en fait, c'est très très jeune. Le brevet des collèges, il tombe très très jeune. Ouais, on a 15 ans, et c'est une question vraiment d'orientation du gamin. Et l'école, elle sert normalement aussi à te préparer à avoir un métier après. Et le problème, c'est que, on souhaite faire l'orientation jeune, mais c'est très très difficile de monter un projet professionnel. Parce que très souvent, à cet âge-là, ils savent pas trop. Bien sûr. Mais en fait, la différence entre le pro et le général et technologique, c'est que normalement, le général et technologique t'amène à faire des études moyennes à longues. Alors que le pro t'amène plus rapidement dans le monde du travail. Et donc, le but, c'est d'essayer de les envoyer en pro, ceux qui ne sont pas scolaires du tout, qui ne vont pas vouloir faire des études parce que c'est vraiment pas un truc dans lequel ils excellent et dans lequel ils sont bons et dans lequel ils vont se faire plaisir. Et mine de rien, la plupart du temps, les élèves qui partent en pro après la troisième, déjà, le niveau, il décélère, puisqu'il y en a plein qui ont été envoyés là parce qu'ils étaient, entre guillemets, pas assez bons pour faire général et techno. Alors, il n'y a pas que ça. Parce que ça a été longtemps ça, mais du coup, le gamin qui était pas très scolaire, un peu moyen, des fois, il se révèle là. Moi, j'ai cité souvent le cas d'un ami à mes élèves qui était pas très scolaire, qui a fait un collège moyen, mais qui après a fait major de promo en pro, bien puis sûr. en BTS, et ça, c'est super. puis en licence pro, puis en master pro, il part dans les études. Il part étudier à l'étranger. Non, mais c'est ça peut vraiment les révéler, mais parce que t'as arrêté de vouloir faire courir le 100 mètres à un gamin qui avait du mal déjà à marcher. Je vois. Et du coup, le fait de partir un petit peu en arrière, ça lui permet de mieux repartir. Alors que si tu l'envoies en général et technologique, le pire qui se passe la plupart du temps, c'est soit il redouble, mais tous les lycées le font plus. Du coup, à ce moment-là, on fait quoi ? On le fait passer en S. Et puis du coup, il fait une première S, il passe automatiquement en terminale, il loupe une fois, 2 fois, au revoir. Et là, alors là, c'est super dur. Du coup, autant qu'il ait une formation qui va l'intéresser, mais pour ça, il faut réussir à intéresser le gamin dès le début de la troisième. Voilà. Du coup, c'est vrai que c'est difficile pour nous d'appréhender, parce qu'on a tous fait des études après le bac, et du coup, c'est peut-être le cas de pas mal d'auditeurs. Du coup, quand vous verrez un marronnier sur la rentrée des classes, rappelez-vous des petits Olivier qui vont rentrer peut-être à reculons, en retard une fois de plus, et du coup, vous avez peut-être eu de la chance, peu importe les notes que vous avez eues. Oh, c'est beau, c'est magnifique. C'était cool, c'était super intéressant et ça fait, c'est curieux de découvrir ce monde-là parce que j'avoue que c'est pas spécialement le mien, le milieu de l'enseignement. Moi, quand je l'ai découvert, ça m'a fait vraiment bizarre parce qu'ils nous ont accueillis en nous disant bravo, vous avez, vous faites partie de ceux qui réussissent. Ça fait plaisir. Et tu te dis que c'est rapport au concours. Non, rien du tout. C'est parce que juste si t'es arrivé jusque là, c'est que t'as fait des études, donc t'es quelqu'un de scolaire. Et d'accord. Donc en fait, on pourrait penser, c'est bravo, vous avez réussi votre concours. Non, t'as aucun mérite, t'es quelqu'un de scolaire, c'est bien. Mine de rien, oui, c'est une façon de relativiser. Ouais, mais c'est bien. Mais écoute, on fera peut-être appel à toi pour faire d'autres sujets là-dessus parce qu'on discutait d'éducation et de pédagogie avec toi juste avant pendant l'apéro préliminaire et il y a plein de choses intéressantes à faire où il y a plein de façons d'intéresser les élèves parce que c'est aussi pour ça qu'on fait ce genre de podcast, c'est qu'il y a des sujets qui présentés de manière chiante sont super chiants et présentés d'une autre façon peuvent être trop cool. Donc c'est cool, merci pour ton sujet. Grave, merci beaucoup.
Et moi, je vais vous parler de sujets un petit peu connexes aussi. Il y a des choses qui se retrouvent. Donc vous verrez. Vous me direz ce que ça vous évoque. Allez. J'ai jamais entendu. Tu dois avoir un putain de merde de QI d'au moins 160. T'es un putain de merde de deuxième classe, nous, Gump. Putain, il est fort ce con. Je suis épuisé, moi. C'est horriblement fatigant d'être intelligent. Je ne sais pas, je faudra que j'essaye. Il y a pléthore de références dans ce jingle. Oui. Et j'ai calé une petite blagounette, mais je sais pas si elle est passée ou pas. Pas pour moi en tout cas. Non, vous n'êtes pas demandé pourquoi j'avais mis des petits bruits d'oiseaux en fond. Non, alors Cuit. moi ça m'a perturbé. Oui, oh là là. Cuit. Et le reporter animalier a trouvé. Forcément, il y avait des oiseaux. Normal. Donc moi je vais vous parler des tests de QI, effectivement ce qu'on appelle le quotient intellectuel. Donc déjà pour vous, qu'est-ce que le QI? Le quotient intellectuel. Enfin un nombre. Non, c'est un nombre où c'est censé représenter ton intelligence. Peut-être pas ton intelligence, mais tes capacités d'analyse. Mesurer ton intelligence. C'est logique, non aussi? C'est pas ça? Vous avez tous c'est un mélange. Voilà, vous avez tous un petit peu de ça. Et c'est énormément de questions. Si t'as un certain chiffre, t'es plutôt un génie. Est-ce qu'on peut pas considérer ça plutôt comme une mesure? C'est une mesure effectivement, mais je vais vous dire de quoi et ce que ça veut dire. Donc déjà quotient, enfin QI, vous l'avez bien dit, c'est quotient intellectuel. Quotient, pourquoi, on le verra juste après. Et c'est une façon, on va dire, d'évaluer le potentiel intellectuel d'une personne. Et qui dit valeur dit échelle. Comme vous l'avez dit, vous avez sorti plein de mots-clés, c'est pas mal. En plus, mais qui sont triche. Donc je vais commencer par déjà la première intention des tests de QI, c'était orienté vers les enfants. C'était une échelle métrique de l'intelligence. Donc c'est le fruit de recherches de deux Français, donc, petit cocorico, Alfred Binet qui était psychologue et Théodore Simon qui était médecin. Et en 1905, ils ont proposé une méthode qui permettait d'estimer le développement intellectuel des enfants. T'as dit c'est quand, excuse-moi? 1905. Ok. Donc c'est quand même pas tout jeune. Et en fait, son utilité, c'était de permettre une prise en charge adaptée pour les enfants, voir s'ils avaient du retard ou de l'avance, et du coup, leur proposer des méthodes de rattraper ce retard ou de leur mettre à portée du contenu qui allait permettre d'exploiter ce potentiel. Donc il s'agissait de trouver une échelle standard de ce que sont censés savoir les enfants, sans pour autant se baser sans trop présumer, on va dire, de ce qu'on leur a appris. Donc pour cela, ils posent une série de questions à des enfants de différents âges, en nombre suffisant pour déterminer des tendances, donc c'est globalement, on va dire, un panel, quoi. Et à partir de là, ils ont déduit ce qu'on appelle le test Binet-Simon, donc qui est sorti, qu'ils ont proposé. Très original. Oui, voilà. C'est la classe, c'est grave la classe. Et ce test, en fait, ça permet de calculer un truc quelque chose dont on a tous entendu parler, mais pas forcément avec des explications, c'est l'âge mental. Donc pour calculer cet âge mental, en fait, quand ils font passer le test à un enfant, ils lui posent toutes les questions auxquelles doit répondre un enfant de 3 ans. S'il répond bien à toutes les questions, il passe aux questions pour un enfant de 4 ans, ainsi de suite. Et l'âge auquel l'enfant s'arrête, c'est son âge mental. Ah, je savais pas qu'on pouvait vraiment calculer l'âge mental de quelqu'un. Pour moi, c'est une blague, en fait, de dire, j'ai un âge mental de 4 ans, mais voilà. Mais ça, c'était début du XXe siècle. Aujourd'hui aussi, on continue à faire ça. Non, on le fait plus. Il y a 800 c'est questions complètement pour savoir. Est-ce qu'on a déjà fait le test alcoolisé? Ça pourrait être intéressant. Attendez, j'ai 5 ans et demi d'âge mental quand je suis bourré. C'est vraiment simple parce que les questions, là, j'en ai pas noté, je crois, mais c'est du style genre, est-ce que tu sais montrer ton nez, etc. Est-ce que tu sais reconnaître un carré? Bourré, c'est pas sûr, hein. Est-ce que tu sais recopier un carré et nombre de bornes, le sont devenus comme ça. Est-ce que tu sais additionner deux trucs ou comparer deux valeurs et ainsi de suite. D'accord. Donc c'est pour voir quel est le gradient de. De s'arrêter à additionner. Et c'est pour voir si la personne, où l'enfant s'arrête par rapport à un développement qui est standard entre guillemets. Ouais. Donc, encore une fois, ça veut pas dire qu'il est con machin, mais c'est que Binet et Simon, Binet et Simon, ils ont remarqué que avec leur panel, les enfants avaient ces connaissances à ces âges-là, et donc c'est simplement une échelle. Donc un enfant de 6 ans peut avoir un âge mental de 9 ou de 4 ans ou de 6 ans tout simplement. Comme on disait, c'est une façon de faire état du développement standard de l'enfant, de le positionner par rapport à ça, mais justement par rapport à un développement standard. C'est-à-dire que si un enfant de 5 ans sait réciter toutes les capitales du monde ou les 200 premières décimales de pi, mais en fait ça va pas lui donner un âge mental de ouf. C'est que l'idée c'est de le positionner par rapport aux autres enfants, quoi. Donc s'il sait faire ça mais qu'il sait pas montrer où est son nez, on va se dire genre il y a peut-être un truc à creuser à 5 ans ici, il devrait faire ça, quoi. C'est chaud. Donc ça c'était un petit peu les prémices, puis est venue la notion de quotient intellectuel. Donc ça c'est une expression qui a été créée par Wilhelm Stern, un psychologue allemand qui a repris les travaux de Binet et Simon en ajoutant, donc il a fait un petit peu sa sauce, mais ce qui lui a donné le nom de quotient intellectuel, c'est qu'il a
rajouté une méthode de calcul donc pour pouvoir comparer les individus entre eux. Donc pour ça, le QI, enfin en tout cas le quotient intellectuel à l'époque, parce que vous verrez qu'on parle de différents QI, donc c'était l'âge mental divisé par l'âge réel fois 100. D'où le quotient. Et ouais, bien, tu suis la classe. Donc par exemple, un enfant de 4 ans qui a un âge mental de 5 ans, donc ça fait 5 divisé par 4 fois 100, ça ferait un QI de 125. Ok. Et ainsi, on peut comparer donc le QI d'enfants à différents âges. Par un enfant de 11 ans qui a un âge mental de 11 ans, il aura un QI de... Tout le monde suit. Non mais j'étais impressionné par la tranche de Aude qui, quand il y a eu le calcul, était complètement perdu. Je l'ai pas fait de tête, j'ai noté. Mais donc, un enfant de 11 ans qui aura un âge mental de 11 ans, il aura un QI de... 100. 100, bien. Dommage. Un QI de 1, c'est vraiment chaud. Bah oui, ça craint justement. de ouf. Ouais, fois 100. Oui, c'est vrai, oui, voilà. Ok. Donc là, ça met en évidence le fait qu'on a déjà une notion de 100 égale valeur standard. Donc ça, c'est une notion qu'on retrouvera après. Donc on voit que cette méthode, elle est adaptée pour les enfants, mais pour les adultes, est-ce que ça a vraiment un sens? Là, on va parler du QI standard. C'est que pour une personne de... Enfin, qu'est-ce qu'une personne de 70 ans serait censée savoir qu'une personne de 40 ans ne saurait déjà? Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas d'âge mental pas définir. Pas oui, pour voilà. l'adulte, à part le sens de la vie, le fait que le travail n'est pas si important après tout. Raconte-nous ton divorce. L'expérience. La douceur des couches pour adultes. Enfin, plein de trucs comme ça. Donc le test initialement conçu pour les enfants, il a évolué et le QI qui à la base dépendait de réponses qu'on attendait de personnes de cet âge-là, en fait ça a évolué, ça s'est transformé en un test qui a été étalonné par rapport aux questions d'une population. Donc on a créé spécifiquement le test pour que les questions sur telle population donnent des résultats qui vont correspondre à une courbe qui prennent la forme d'une courbe de Gauss, qui devrait parler à notre cher ami Tout à fait. Alex. Donc courbe de une Gauss, grosse bosse au milieu. Voilà, c'est une courbe en cloche. Comme un dromadaire. Et non donc, plus pointu. Et donc tous les tests de QI, en fait, tous les tests sont conçus de manière à ce que les résultats décrivent cette courbe. En fait, ça va permettre de catégoriser la population. Donc toute population a sa place sur cette courbe parce que le test a été fait pour. Et donc ça donne une valeur. Donc on parle d'étalonnage du test. Et donc ce qui est important, c'est que une valeur de QI standard n'a de valeur d'importance, on va dire, que par rapport à une population donnée, celle pour laquelle le test a été conçu. Okay. Donc si on fait passer le test à une personne qui est pas prévue dans la population, mettons si on fait un test de QI pour des personnes qui ont une vingtaine d'années et qu'on le fait passer à une personne qui a 80 ans, son résultat n'aura aucun sens, quoi. Ouais. Voilà, exactement. Donc les caractéristiques de la courbe de répartition dépendent des tests parce qu'il existe plusieurs tests de QI et ça c'est aussi un point important qu'on verra après. Donc les caractéristiques de base ça va être médiane, moyenne, écart type, maximum, minimum. Les stats. Voilà, jusque là ça va. Pour tous les tests, en tout cas j'ai pas trouvé de contre-exemple, médiane égale moyenne, ça c'est à cause de la courbe de Gauss, mais égale 100, c'est à la fois par esprit pratique parce que c'est facile d'avoir, enfin c'est assez graphique, et aussi en référence au QI créé par Stern où la moyenne était déjà à 100. Enfin, la moyenne ou la valeur standard était déjà à 100. Que veut dire la médiane pour ceux qui n'ont pas forcément de souvenir de leur cours? C'est le milieu. Oui, voilà, globalement. En tout cas, mais le milieu par rapport à la population, ça veut dire que la valeur médiane, ça veut dire que 50% ont plus de 100 et 50% ont moins de 100. Voilà, tout simplement. Et le QI moyen, c'est égal à 100 parce que de fait, c'est le fonctionnement d'une courbe de Gauss. Je vais prendre pour exemple le test ça va être l'enfer à prononcer, Wechsler. Je vais le dire comme ça, mais il y a trop de... Ouais, non. Okay, Ichouchou nous fait du PNL. Donc, en fait, non, c'est loin d'être du PNL, mais c'est pas grave. Ouais, je sais pas, je ne connais pas. On va oublier cette citation. Je suis pas fier. Donc le test de Wechsler, c'est parmi les tests les plus utilisés en France. Il a sa caractéristique, c'est qu'il a un écart type de 15. Alors qu'est-ce que ça veut dire un écart type de 15? Ça paraît très barbare comme ça, mais je vais vous le dire, c'est très facile. Écart type de 15, ça veut dire qu'il y a environ 70% de la population qui se situe à un écart type de la moyenne. Donc il y a 70% de la population qui a un QI entre 85 et 115. Et il y a environ 95% de la population qui se situe à deux écarts types, donc 95% de la population qui a un QI entre 70 et 130. On a perdu Camille. Et Aude, je crois. Moi, ça fait 10 minutes que je suis perdu. L'idée, c'est de voir par rapport à la population qui, normalement, t'as une grosse partie de la population qui est proche de la moyenne. Ouais. Sinon, c'est pas une bonne moyenne. Oui. Si, t'as deux types de moyennes. T'as la moyenne où c'est justement bien un échantillon gaussien
et du coup t'as plein de gens qui sont proches de la moyenne et un tout petit peu qui sont aux extrémités. D'accord. Ou alors t'as que des très intelligents et des très cons, si jamais c'est le Ouais, quotient et là, intellectuel, pour simplifier. Hein. D'accord. Et du coup Et là, t'aurais c'est une le cas. moyenne qui veut rien dire parce qu'il y aurait personne à la Oui, moyenne. oui, Et d'accord. là, C'est justement, pas ce cas-là. Là, justement, D'accord, ok. plus t'es proche de la moyenne, plus il y a une forte population, et plus Ouais. tu t'écartes de la moyenne, plus il y a une faible population. Ok, d'accord, oui. Ok. Voilà. Très bien. Vous dites si vous avez des soucis. Donc, avoir un score de 100 au test Wechsler, donc ça signifie donc qu'il y a 50% de personnes qui ont un score supérieur et 50% de personnes qui ont un score inférieur. Avoir un score de 130 à ce test, ça signifie qu'il y a environ 3% de personnes qui ont un score supérieur à vous et 97% qui ont un score inférieur à vous. Ah, donc D'accord, c'est déjà ok. pas mal, quoi. Ah oui. 130, c'est Oui, en tout cas sur Wechsler, c'est plutôt, Ouais. c'est pas énorme, mais c'est fait partie des très gros scores effectivement. 3%, c'est... Ouais, alors là, j'allais passer à l'intelligence, mais je vais vous parler des scores très rapidement. Au tout début, les dénominations des scores, donc comme je disais, ça dépend vraiment des tests. Il y a des tests qui vont de, là, Wechsler, ça va entre, je crois que c'est genre 20 et 180 ou un truc comme ça, à peu de choses près. Il y en a qui vont entre 0 et 260, enfin, ça dépend de l'étalonnage. Mais surtout, dans tous les cas, il y a des conversions qui sont possibles entre les échelles, et donc il y a des, on va dire, des niveaux qui ont été fixés, donc justement arbitrairement bien sûr, mais on disait genre entre 90 et 110 de QI, c'est QI moyen, entre 110 et 115, c'est doué, 115 et 130 très doué, 130 et 160 génie, etc. Et à l'inverse aussi, pour les scores, on va dire en dessous de 100, et il y avait des termes qui étaient très offensants qui étaient utilisés, genre Ouais. débilité moyenne, débilité avancée. Sérieux? Ouais, et ça a été changé avec le temps pour, en tout cas sur le test, pour avoir des noms plus neutres, et justement pour un peu comme je vous l'ai présenté, donner simplement sa position par rapport à la population. Donc c'est un QI qui est supérieur à la moyenne, inférieur à la moyenne, très supérieur ou très inférieur, mais il n'y a pas de notion de génie ou de surdouance ou tu es un foufou, tu vas dominer le monde. Voilà. Je vois. Mais ça commence un peu comme ça et c'est un petit peu chelou. On peut se dire, là on a parlé de score, c'était un petit peu abscon, désolé, pour ceux qui ont un peu... qui n'ont pas vu cette courbe de Gauss se dessiner, mais je vous enverrai des magnifiques images. Mais donc, ça sert à mesurer quelque chose, certes, mais est-ce que ça sert à mesurer l'intelligence? Et donc, qu'est-ce que c'est que l'intelligence? Et là, je me suis dit que j'ouvrais un grand sujet, mais je vais passer très très vite avec deux petites théories. Donc, il y a deux théories principales qui se sont affrontées. Celle de Charles Spearman, c'est la théorie du facteur G qu'il a énoncée en 1904. Donc, selon lui, il existe une intelligence générale, un facteur G, qui influencerait et qui serait la base de tous les autres types d'intelligence. Donc, c'est le principe d'intelligence unidimensionnelle, pardon. Ça voudrait dire qu'on a tous un potentiel qui va influencer tout le reste de nos capacités, que ce soit la poésie ou les mathématiques, et un facteur unique surtout. Donc lui, il a fait des expériences où il a fait passer des tests à des étudiants, il s'est servi de ces tests pour calculer un facteur G, et il s'est servi ensuite de ce facteur G pour prédire leurs résultats à un second test, pour voir si justement il y avait une corrélation ou non. Et le fait est que ces prédictions étaient pas mauvaises, il y avait quand même quelque chose, mais peut mieux faire. Donc il y avait quelque chose, c'était indéniable, mais c'était trop flou pour être admis de manière unilatérale. C'est là qu'il y a un cher, toujours pas facile à prononcer, Louis Leon Thurston, qui a énoncé le principe d'intelligence multidimensionnelle en 1939. Ok. Donc il y a déjà du temps qui s'est passé. C'est super joli comme nom. Oui, Ouais. c'est le titre est beau. Louis Leon Thurston. Et donc selon lui... Intelligence multidimensionnelle. Voilà. Ouais, c'est ça. Non, en plus, Ok. Non, oui. parce que ton nom, c'est ton nom, mais le titre de ta thèse, tu vois, c'est... Je trouvais bien son nom aussi. Donc selon lui, en fait, l'intelligence peut pas être réduite à un seul facteur, mais plutôt composée de plusieurs facteurs qui sont indépendants, et c'est surtout ça qui est important, indépendants ou orthogonaux, comme il l'a dit, c'est-à-dire que l'un, ils ne s'influencent pas entre eux. Donc une multitude de facteurs, et les principaux sont donc un facteur spatial, donc chaque facteur correspond, on va dire, à des capacités, on va dire. Ouais. Le facteur spatial, donc c'est la représentation des configurations dans l'espace, bien évidemment. Le facteur de perception, le fait de saisir des détails dans une configuration. Le facteur verbal, compréhension des données. Le facteur lexical, l'utilisation du vocabulaire et le fait de pouvoir jouer avec. Ok. Le facteur mémoire, vous aurez compris. Le facteur numérique,
faire des calculs, Ouais. et le facteur de raisonnement qui est de en fait trouver des liens entre des éléments. Avec tout ce que tu es en train de dire là, il n'y a pas des boîtes qui font passer des tests comme ça justement avant que tu rentres. Je sais pas si. D'accord, donc on teste un peu ton QI, qu'en gros. Ouais, c'est un test quand même. Enfin, au final. Sur tes facultés dans un certain domaine. Exactement, mais en fait, justement, ça me fera. Pas forcément. Ça me fera ma transition du coup pour expliquer ceux qui n'ont pas forcément la référence d'Hicham, c'est qu'il y a des entreprises qui font passer des tests cognitifs à leurs employés. C'est ça, le test cognitif. Voilà, et ça se fait beaucoup aux US. Et en fait, c'est effectivement globalement la même chose, c'est que le QI, les résultats veulent pas dire la même chose, mais en fait, on prend différents paramètres, on les recoupe et ça donne un profil de la personne. Et justement, le QI, c'est ni plus ni moins que ça. Donc aujourd'hui, l'existence d'un facteur G reste globalement admise, mais insuffisante, parce que son degré d'implication dans les résultats cognitifs reste trop flou et trop peu exhaustif. C'est quand on aborde des domaines très variés. Donc on peut réussir à déterminer un facteur G qui est pas parfait, mais qui donne des résultats. Mais par contre, quand on va aborder d'autres sujets comme l'art, la poésie ou d'autres choses, il va plus forcément marcher. Donc on peut pas considérer que c'est un facteur unique d'intelligence. Donc les tests de QI modernes, ils mêlent souvent ces deux théories, parce qu'on n'a pas encore trouvé de truc parfait, mais c'est une façon de représenter les choses. Donc en proposant différents exercices, sur chacun des facteurs principaux identifiés par Firestone. Donc c'est pour ça qu'on fait passer, il y a plein de questions sur plein de choses différentes, et c'est en fait les résultats sur ces différents facteurs qui sont agrégés avec une savante formule que je ne connais pas qui dépend des tests, et c'est ça c'est la façon moderne de calculer le QI en fait. On prend ces différentes composantes et on les teste, et c'est pour ça qu'il peut y avoir des suites de cartes, des machins, des détails à retrouver, des dessins à compléter, des phrases à comprendre. C'est pour mobiliser ces différentes intelligences qui pour l'instant on a identifiées, mais peut-être qu'à l'avenir les tests de QI vont changer. Ok. Maintenant, on va se poser la question, qu'est-ce qui peut influencer le QI ? Donc déjà, le QI peut-il changer au cours de la vie ? Les réponses sont un petit peu complexes. Je vous ai fait une réponse à ma sauce. Vous verrez, suivant les experts, chacun va vouloir défendre sa paroisse. Et je vais partir d'un principe assez simple, c'est que normalement, non, puisque le résultat est comparé à une population équivalente. Donc si on passe un test à 60 ans, nos résultats seront comparés à ceux d'une population équivalente. Donc il n'y a pas de raison de dire je suis plus bête qu'avant, machin et tout. Oui, en fait, oui, parce que ça s'inscrit dans une tendance, quoi. Exactement. Donc jusque-là, ça va. Par contre, de toute évidence, tout ce qui va influencer nos capacités cognitives a une influence sur nos résultats potentiels au test et donc à notre QI. On en a parlé il n'y a pas si longtemps, mais par exemple tout ce qui va être stress, les phases dépressives, les maladies liées au cerveau, les troubles de l'attention, du comportement, etc. Si vous êtes dans une mauvaise phase au moment de passer vos tests, vous allez avoir un QI de merde, mais en fait ça reflète pas vos vraies compétences, vos vraies capacités. C'est pas représentatif, quoi. Non, tu fais pas partie de l'échantillon pour lequel le test il a été prévu. Voilà. Et en plus, on a vu avec la dépression que ça peut avoir un effet sur les capacités cognitives. Globalement, c'est pas les performances normales de ton cerveau. Et justement, le fait de soigner ces troubles, ça peut permettre d'améliorer son QI. En fait, c'est pas vraiment améliorer son QI, c'est simplement retrouver le QI qui nous correspond, en fait. Donc, on parle d'évolution du QI au fil de la vie, etc. Mais si on a des maladies qui surviennent, si on était stressé avant de le faire, si on a été dans une mauvaise passe familiale ou personnelle, ça peut beaucoup influer sur nos résultats. Maintenant, je vous parlais très rapidement de quelques dérives qui sont liées au test de QI, parce que sinon ça serait pas drôle. Une petite dérive non, une des très grosses justement, c'est que ça a été un outil du racisme pendant très longtemps, justement pendant une bonne moitié du XXe siècle, quand les premiers tests sont sortis. C'était notamment une façon, ça a été utilisé comme un outil de propagande pour démontrer l'infériorité intellectuelle de cette population. Et pas seulement. Donc les noirs, en gros les personnes ce qui est un peu les immigrés, quoi. Voilà, immigrés, mais pas que, mais surtout les personnes qui sont je crois qu'on dit exogènes, donc en dehors du groupe. Et c'est très drôle parce que le test, les barbares en quelque sorte. Ouais, mais justement c'est très très con parce que le test de QI il est fait par rapport à ta population. Donc quand tu soumets une personne d'une autre population à ton test, elle a pas les mêmes résultats que toi, quoi. C'est le principe, mec. Donc c'est très très con. Et tu parlais des immigrés, Hicham, effectivement, pendant les phases d'immigration, notamment aux USA, ça a été utilisé sur Ellis Island. Pas tout le temps, mais à certains moments. Ellis Island, je vous le rappelle, c'était Greg, qui nous en avait parlé dans l'épisode
14 de la saison 1. Et donc ça a été utilisé, genre on prenait certaines personnes qui venaient pour immigrer et à qui on faisait passer un test et on voulait prouver qu'elles étaient déficientes. Mais sauf que, comme je l'ai dit juste avant, les tests sont étalonnés pour une population et les populations migrantes, enfin population donnée qui n'est pas celle des populations migrantes. Et en plus, les populations migrantes étaient souvent soumises à un stress, fatigue, etc. Donc les données de leurs tests étaient dans tous les cas irrecevables. Donc full propagande, full bullshit. Ensuite, il y a la course aux chiffres et à l'extrapolation. On l'a dit, il y a plusieurs tests différents qui ont chacun leur échelle. Et donc un résultat, et en plus les populations sont différentes, donc un résultat de 100 au test de Wechsler en France ne correspond pas au même résultat qu'à un test de 100 au même test aux USA, parce que les populations d'étalonnage sont potentiellement différentes. Il y a quelques tests qui sont, on va dire... qui s'étendent sur, où leur population d'étalonnage s'étend sur plusieurs pays, mais c'est pas le cas de tous. Il me semble que Wechsler en France, c'est uniquement la population française. Et en plus, vu qu'il y a des tests différents, si on entend machin un QI de 220, sur quel test en fait? Sur quelle échelle? Donc si on entend ce mec-là un QI de 340, si un écart type de 620, en fait il a un QI tout à fait normal. Si c'est un écart type de 15, c'est pas possible. Voilà, tout simplement. Et de plus, je relis. Oui, voilà, de plus, il y a un truc qui est super, oui, je relisais mes notes. Oui, il y a un truc qui est super intéressant, et on l'a évoqué tout à l'heure quand tu expliquais les principes de la courbe de Gauss, et en plus de l'étalonnage, c'est que, plus les résultats du test sont éloignés de la moyenne, moins la valeur est fiable, en fait. Autant pour les forts QI que les bas QI, tout simplement parce que pendant l'étalonnage, vu que c'est des populations qui sont moins présentes, elles étaient moins présentes pour l'étalonnage, et donc de fait pas présentes du tout, quoi. Voilà, et donc de fait la mesure est moins fiable. Donc c'est pour les QI très forts, mettons pour Wechsler 160, qui est énorme sur Wechsler, là il peut y avoir une marge derrière de 20-30%, parce que vraiment c'est un cas, enfin genre il y en a un sur 160, ça doit être 1 sur 50 000, je crois, ou bref, ou peut-être plus, je sais pas, j'ai plus exactement en tête, mais c'est... Ils ont fait une série sur un mec qui avait un QI super élevé, où c'est basé d'une histoire vraie, où le mec, quand il était gamin, il a hacké la NASA, parce qu'il voulait avoir une blueprint de fusée pour mettre dans sa chambre. Et du coup, le FBI a débarqué chez lui. Trop mal. Et après ils l'ont engagé, parce que le mec avait un super esprit d'analyse. J'ai entendu parler d'un gamin. Ça s'appelle Scorpion, la série. Scorpions. C'est une série ou une histoire vraie? C'est une série basée de l'histoire vraie d'un mec. Okay, on n'a pas notre chroniqueur cinéma qui peut te dire oui, je connais, qui est pas mauvaise. Il y a une histoire vraie où il y a un gamin coréen, je crois, qui allait travailler à la NASA super tôt. Genre, il avait 8 ans, il est parti aux US faire des trucs de folie et il a travaillé à la NASA, je crois, jusqu'à 15 ans, un truc comme ça. Et il a pris sa retraite. Ouais, non, en fait, ouais. Il a 22 ans, normal. Pas sa retraite, mais en fait, il est rentré chez lui parce qu'il en avait marre de cette vie ultra dense, et parce que mec. À 17 ans, t'as autre chose à foutre. C'était un génie de ouf. Et du coup, je vais conclure rapidement. S'il y a eu quelques dérives aussi qui sont très sympathiques, genre des banques de sperme de gros QI. Oh, sympa. Dieu, quelle horreur. Si tu veux un gamin avec un QI de 160. Oh non. Attends, je vais te sortir ça. Non, je vous passe les détails, mais en gros, la banque de sperme s'engageait à ne mettre à disposition que des spermes issus de personnes qui avaient un QI élevé, qui avaient fourni la preuve. Donc, début d'eugénisme, ça fait plaisir. Absolument. Conclusion très rapide sur ce petit sujet, c'est que avoir un test élevé, enfin un résultat élevé pour un test de QI ne veut pas forcément dire être intelligent ou être un génie. Ça simplifie uniquement qu'on a des prédispositions pour les exercices qui sont mis en œuvre dans ces tests. Donc les tests de QI ne couvrent pas tous les types d'intelligence et l'existence d'un facteur G unique et fiable et bien défini n'a pas encore été démontrée. Encore une fois, c'est pas parce qu'on est un score de QI très fort qu'on sera même bon à l'école. On aura peut-être d'autres soucis. C'est pas parce qu'on a un score plus faible qu'on sera pas un génie dans autre chose, dans la musique, dans autre chose. Et c'est pas non plus pour ça que être excellent en maths peut pas donner de bonnes capacités en musique, parce qu'il peut y avoir une corrélation, mais ça n'a pas encore été bien prouvé. Ou sur le social. Exactement. Merci beaucoup. C'était cool. Très intéressant. Plein de trucs. Merci, ça me fait plaisir. J'ai appris plein de trucs aussi en fait. T'as fait un test de ton QI à toi? Alors si vous voulez apprendre quelque chose, j'en ai fait un plus jeune en vrai, parce que j'ai sauté une classe, donc on en a fait passer un dont je n'ai aucun souvenir. Voilà. Okay. Mais je sais que j'en ai passé. C'était pas plus traumatisant que ça comme test. Ça va. Non, mais en plus c'est, tu pourrais t'en rappeler longtemps du chiffre ou pas du tout? Si, le chiffre en l'occurrence je m'en souviens, mais le test qui s'est passé, mais en plus c'est vraiment, il y a différents tests adaptés à différents âges. Donc c'est vraiment séparé, genre un test qu'on fait passer à un adulte, c'est pas du tout le même qu'on fait passer à un enfant, et
Donc c'est complètement différent et adapté à ça, quoi. Et aussi des tests de QI qu'on va faire passer à des enfants, un peu sur le principe de l'âge mental, où c'est pour voir où il en est, et l'idée c'est de pouvoir l'accompagner pour adapter, lui permettre de suivre après une scolarité adaptée, etc. Donc jouer sur son attention, sur plein de trucs. Donc c'est super chouette. Enfin, moi je voyais ça comme quelque chose de vachement machiavélique à la base, et je me rends compte que ça partait d'une base super bienveillante. Donc ça m'a un peu rassuré. Voilà. Sur ce, ne pas se ruinons pas. Ichouchou. Magnifique subject de Ichouchou. Si je dis qu'il est mort, ça veut pas forcément dire qu'il est mort. Ce drôle d'animal qui creuse et que vous appelez la taupe. Léo! Vous défendez bien l'animal. Je ne crains ni la douleur ni la mort. Oh bah nous on nous a même dit que vous étiez mort, alors... Attends, donc tu fais un sujet sur la mort? Non. Sur les taupes. Presque. Blaireau. Non, comme vous l'avez dit, du coup, c'est le sujet, la chronique animalière est de retour parmi nous. Ça faisait très très longtemps d'ailleurs. Ouais. Et donc je vais vous parler du ratel. Donc non, ce n'est pas la femelle du rat, ni le prénom d'un Indien connu. Ni la femelle du râteau. Du râteau non plus. Mais c'est un animal qui est très dangereux et très badass. Très bien. Mais vraiment, vous allez voir. Parce qu'avec ratel, on dirait pas. Ouais. Il vit en Afrique, en Inde et un peu dans la péninsule arabique. Tu l'appelles comme tu veux. Arabique. C'est chez toi, fais-toi plaisir. C'est ça. Et un peu chez moi. Pour vous donner un peu une idée pour le physique, c'est un mix entre un blaireau, un putois, un raton laveur. Ah, c'était pas loin. Ouais. Vous prenez tout ça, vous mélangez. Vous ajoutez une petite dose de stéroïdes et vous avez le ratel. Ok, avec un peu de dragon de Komodo et... J'ai pas ta référence. C'est pas grave. C'est la charme en tout cas. C'est pas très podcastique, mais je vais vous montrer une photo. Du coup, j'invite aux éditeurs à regarder, à taper ratel sur attends, mais c'est mignon ça. Sur Google. Tu trouves ça mignon, toi? Moi, je trouve ça plutôt mignon. Ouais, ça me fait rire. Ça me fait rire. Allez, auditeurs, auditrices, on vous enverra la photo. C'est grave. T'as choisi la photo la plus mignonne en fait du ratel à vous. Mais regardez, enfin bref. Moi, il me. C'est un sourire Colgate, on dirait qu'il a fait 10 ans d'orthodontie. On dirait un truc de dessin animé un peu. C'est vrai. On dirait Pépé le Putois, mais avec moins de harcèlement sexuel, mais. D'ailleurs, je sais pas, il a pas fini le sujet. Je me suis rendu compte il y a peu de temps que Pépé le Putois était en fait un gros mec ultra creepy. Je sais pas si vous vous souvenez du dessin animé, c'est horrible. Bah oui, c'est un harceleur. Ouais, c'est du viol de ouf. Bah carrément. Oh, my chérie. C'est pour ça qu'on le met pour éduquer les jeunes filles à rembarrer les pépés le putois. Ah ouais, bah putain, voilà, c'est ça. Pardon, du coup, je t'interromps. Oui, y a pas de souci. Donc je disais, ça ressemblait un peu à un blaireau, mais la différence avec lui, c'est que il est beaucoup moins rapide. Mais il est plus endurant. C'est un peu comme la belette. Ça y est, ça commence les petits fous rires. Tu dis l'ultra badass, c'est un peu comme la belette, tu vois. Non mais attends. Après tu vas voir. Donc il est très endurant, il peut parcourir jusqu'à 32 km en une nuit. Sauf que la différence entre le ratel et la belette, justement, c'est que le ratel pèse 16 kilos et la belette 250 grammes. Ouais, ça. Non, c'est pas kilo. Voilà. 16 kilos, mais attends, ça fait quelle taille un ratel? Ça mesure 60 cm de long et 25 cm de haut. Cette fois-ci, tu t'es renseigné sur le... Oui, j'ai bien utilisé les bonnes conversions. La photo que tu nous as montrée, on voyait que sa petite tête mignonne, on voyait pas l'état de la bête. J'ai l'impression qu'on a un Bigfoot Gate again. Je prends mes doigts pour mesurer. 1, 2, 3, c'est à peu près Bigfoot Gate. Et là, attends, il fait ça sur ça, et tu me dis que ça fait 60 kilos? Ouais, 16. 16, ah pardon, autant pour moi. Mais même, c'est très bien. 60 kilos, l'autre, non, 16. C'est déjà une belle bête. un beau knakibo, là. C'est dense. Ouais. Ah ouais, non, franchement, c'est pas un épagnol breton non plus, quoi. Vous allez voir, quand je vais vous raconter sa vie et tout, vous allez moins faire les malins. Donc, comme le putois, il est tout noir, et il est blanc au-dessus des yeux jusqu'à sa queue. Il a des griffes de 3,81 cm. Voilà. Bah oui, attends, c'était en inch. Le mâle et la femelle ont la même taille de griffes? Non, enfin les griffes je sais pas, mais bien sûr pour la taille et le poids c'est un tout petit peu moins. Ça varie un peu. Moi je vous ai donné le maxi ratel, le ratel best of. Et en fait donc les 3,8 cm là, à titre de comparaison, les ongles d'un ours noir sont quasiment la même chose. C'est à peu près la même taille. Ça peut aller jusqu'à 5 cm. C'est rigolo que t'appelles ça ongle pour un ours noir. Oui, enfin, les griffes, plutôt. Les griffes. Je sens qu'il y a un parti pris de ta part pour le ratel. Oh là là, cet ours m'a mis un coup d'ongle. Non, mais c'est un coup de cœur, même si c'est bizarre. C'est ouf. Ouais, et donc, ça a la même longueur, et sauf que ça pèse 10 à 40 fois moins lourd
plus léger vache. qu'un ours quand même. Non, franchement, c'est hallucinant. Mais pourquoi il y a des griffes comme ça? C'est pour creuser. Parce que justement, ces griffes lui permettent de creuser assez rapidement sous terre et pour grimper sur les arbres aussi. Et parce qu'il se nourrit des insectes et des souris qui sont sous la terre. Donc un prédateur. C'est pas fini. Alors justement, en parlant de ça, c'est assez drôle quand tu le vois. Là, je commence soft, hein. Ah bah, on voit. non, mais tu remarqueras que tu nous tiens depuis le début. Bah, bien sûr, justement, j'ai fait un plan et tout. Tu veux dire que t'as écrit ton sujet? Oui. Donc, en parlant de ça, là, des animaux et tout, c'est assez drôle de le voir chercher sa bouffe sous la terre parce qu'il commence à creuser, ce qu'il sait pas exactement où il creuse. Donc, il creuse un peu au pif. Après, il voit pas bien? Si, il voit bien, mais c'est sous terre. Ouais. Donc, à moins qu'il ait des rayons. Tu sais, c'est un peu comme quand tu mets la main dans le paquet de céréales sans savoir où est la surprise. D'accord. Mais s'il avait des moustaches, il pourrait essayer de sauf que lui, du coup, il creuse. Pour tous les jeunes, en fait. Il creuse et il souffle dans la terre pour faire peur aux bestioles. Et puis, il les entend. Mais s'il leur fait peur, elles se tirent. C'est con. Mais non, bah justement, elle commence à bouger et il sait par où creuser. D'accord. Du coup, il court, il va creuser là-bas et il chasse et il bouffe sa petite souris. Je rêve de voir ton historique National Geographic. Tellement bien. En anglais, le ratel s'appelle Honey Badger, qui veut dire blaireau de miel. Pourquoi? Bah parce que tout simplement, il adore le miel. Mais même son nom, il est trop mignon. Ouais, mais... Non, mais c'est plus sauf mignon que ratel, soyons clairs. C'est vrai. Oui, mais enfin bref, oui. Sauf que c'est un gros problème le fait qu'il aime le miel parce que bah c'est les apiculteurs ils deviennent dingues parce que franchement c'est ultra intelligent comme animal. Il défonce tout et il croque carrément la ruche, il s'en bat les couilles des abeilles. S'il bouffe des insectes, il s'en fout, il les mange. Oui, mais sauf que les abeilles ça pique. Bah du coup là je vois pas le côté intelligence, tu vois, de croquer dans. Mais parce que justement ils sont fous. Croquer dans une ruche. Ils sont fous parce qu'il a une peau qui est ultra épaisse et ultra rigide et les abeilles ont du mal. C'est pas encore le niveau intelligent là. J'arrive le QI c'est après. Il a une peau super épaisse et du coup bah les abeilles. Pas forcément, mais elles ont du mal, donc c'est pas toutes les abeilles qui piquent. Mais même si elles piquent, ils s'en foutent royalement. Ils ont déjà retrouvé Tu veux que je l'appelle Honey Badger? Non, mais non, c'est un ratel, c'est avec plus l'accent, simple, c'est cool. mais t'as pas Un l'accent. Honey Badger qui était vivant et avec 300 piqûres d'abeilles. Oh la et était vache. toujours en train de bouffer Mais son... c'est un mutant. Quand tu vois la taille Mais- du truc, Je vous rappelle que j'ai dit au début du sujet que c'est un animal zombie. Hein. Ah ouais, Donc gardez ça en tête. Ah ouais. un animal zombie, ok. je garde. Animal zombie. Donc ouais, ils s'en bat les couilles complètement des abeilles. On a même l'impression que le venin, tout ce qui... Le renforce. Non, c'est de l'assaisonnement pour lui. Non. Ouais. Attends, on a l'impression, genre c'est une blague ou pour de Non, je suis vraiment sérieux. c'est ouf. Je suis vraiment sérieux. Et juste pour revenir sur son côté de la peau là, qui est super rigide, il y a une expression sud-africaine, donc en afrikaane, afrikaane la langue, ouais, avec Ouais. 2 A, qui a fait des trucs. Ouais. Bon bref, on parle Ouais. de l'Afrique du Sud une autre oui, fois. l'expression c'est aussi dur qu'un ratel. Ils ont carrément une expression dans leur langue qui veut dire ça. Attends, et en anglais ça donnerait genre. Non, c'est ratel. Ah ouais, ils disent ratel. Ils ouais. disent ratel Parce que- en afrikaane. Like a honey badger. Ah ouais. Non, donc ouais, je vous ai dit, c'est un peu comme un assaisonnement, parce que bah, ils adorent aussi les scorpions. Et surtout, Ok, ça part en couille. ouais, ça commence, justement, là, je ramène le truc pour aller plus en couille. Ils adorent les scorpions et surtout les serpents. Et il y a un truc qui fascine les scientifiques, ça reste un mystère, ils savent pas comment, enfin, je vous invite à regarder des vidéos parce qu'il y en a plein. Et pareil, je vais les mettre sur Twitter et Facebook et les internets. Tu le vois, tu vois le ratel, le honey badger, excuse-moi, en train de se battre avec un cobra. Oh la Donc vache. t'as le cobra, tu sais, qui déplie ses oreilles là, ou je sais plus comment ça s'appelle, et qui essaie. Prochain sujet du fufu, les oreilles des cobras. il essaie d'intimider le ratel, sauf que bah, le ratel, le honey badger, il est très têtu. Donc le cobra, il essaye de l'attaquer, le honey badger, enfin, c'est vraiment hallucinant. Et à un moment, je bouge les mains et tout parce que je suis hyped. C'est pas une langouste. Et il voit que le honey badger, il s'en fout réellement. Du coup, le cobra, il commence à monter sur l'arbre. Sauf que bah il a de grosses griffes, des griffes, 3,81 cm. 81 cm. Et du coup, bah il monte.
Le cobra, il a peur, il fait quoi? Il tombe. Il tombe. Et vu qu'il a pas de jambes pour se rattraper, bim. Non, le honey badger, il descend aussi rapidement qu'il monte les armes. Ah. Donc, je pensais qu'il faisait une prise de catch, genre. S'il fait 32 km en une nuit, il est rapide, quoi. Il est très endurant, mais pas rapide. D'accord. Et du coup, il n'arrive pas à s'enfuir. Il commence à attaquer le honey badger. Honey badger, il se fait mordre par le cobra à la lèvre. Donc cobra, je vous rappelle, c'est un animal très dangereux, très grandes oreilles, venimeux, venimeux. Ah bien. Venimeux, c'est pour les champignons. Et donc il se fait mordre sur la lèvre. Le honey badger, il s'en fout. Il le bouffe quand même. Il arrive à le bouffer. Et là, tu le vois en train de... Enfin, il tombe. Tu dis, merde, le pauvre petit honey badger, il est mort. Oh, c'est la sieste. Il fait une sieste d'1 heure. Je vous jure. Il fait bon, la vidéo, elle dure pas 1 heure de lui en train de dormir, mais 1 heure après... Il y a un petit message. 1 heure plus tard. 1 heure après, tu vois honey badger qui se lève, qui continue à bouffer son cobra. Ah, en fait, c'est juste pris un shoot de poison et après... Genre... Il est en gros, la sieste, c'est le coma. Il tombe dans le coma pendant 1 heure. C'est pas la sieste. Précise. Je croyais que c'était un truc digestif. Non. Il tombe, une petite sieste à la maison. il tombe dans le coma pendant 1 heure. Et ça reste un mystère pour les scientifiques. Ils savent pas comment ça se passe, mais il arrive quand même à le... Ah, c'est ouf. Et à ce qui paraît, le quart de leur diète est constitué de venin. C'est ouf. C'est incroyable. Mais le mec, il mérite son repas, quoi. Mais oui. Genre, Oui. Et puis il a peur de rien. Mais ça vit longtemps? Ça vit à minimum une 20aine d'années. Minimum. Et ouais, tu peux pas le tuer avant. Impossible. Ah non, mais quand je dis minimum, c'est une moyenne, quoi. Ouais. Ça me donne une idée pour nos échanges traditionnels de cadeaux de Noël. Ah non, tu te calmes. Déjà, le poisson rouge, j'étais pas d'accord. Et honey badger. Donc, le honey badger, c'est un peu aussi comme le putois, comme je disais au début. Il sort un fluide de son anus ultra puant pour éloigner les prédateurs. Les pédophiles. Et ça peut être senti jusqu'à 40 mètres de long. Enfin, jusqu'à 40 mètres. C'est énorme. C'est énorme, 40 mètres. Et le pire dans tout ça, ce que je disais, c'est que c'est l'animal qui a le plus rien à foutre de tous les autres animaux. Il y a une autre vidéo que, pareil, je vais ajouter sur les internets, qui montre le ratel qui est en train de se faire approcher par 3 ou 4 hyènes. Et n'importe quel autre animal, il aurait eu les jetons, il aurait essayé de s'enfuir. Et bah, t'as le ratel qui s'en balèque et il commence à grogner. Vous le trouvez toujours mignon? Très bien. C'est pas crédible. Simba fait rugit. Donc il grogne et puis et puis il se jette sur eux. Toi, t'as discuté avec Sébastien Lébus, c'est ça? Il t'a dit ses sources. Non, je vous jure, mais c'est hallucinant. J'ai regardé 4-5 reportages sur lui. En fait, je pense qu'on va monter un média, pardon maman, et on vous mettra genre des vidéos d'animaux, de machin. Ah mais carrément. On va monter un truc. Carrément. Et donc il se jette sur eux et puis lui, il a le réflexe d'aller croquer les couilles. Direct. Ces vis-là. Ouais. Mais c'est incroyable comme animal. Et comme dirait Didier Deschamps pendant la conférence de presse après la victoire de la France à la Coupe du Monde, la meilleure défense, c'est l'attaque. Et si on perd, t'auras l'air con. On perdra pas. Attends. Et donc, je vais finir aussi je vais continuer avec une autre vidéo où tu le vois en train de se battre avec 5 lions. Non, 5 lions? Mais je vous jure, T'as regardé un nouveau dessin animé où le héros c'est un ratel et genre il y a un épisode où il se bat contre des lions. Je vous jure, Et il s'est ratatouillé en Afrique. Je vous montrerai. Parce qu'il bouffe du miel. Je vous montrerai tout ça. Un ourson qui mangeait du miel. C'est ça. Non, mais je vous montrerai tout ça. Il réussit à vaincre les Les lions. lions. Il réussit pas à les vaincre, mais déjà il tient tête. Il s'enfuit pas. Il continue à grogner, il les attaque et tout. Ils arrivent pas. Le seul animal, justement, c'est ce que je voulais dire, le seul animal qui sait les tuer, c'est le léopard. C'est l'hippopotame. Non, c'est le léopard. Pourquoi les lions, ils essayent ne serait-ce que de le bouffer alors? Mais c'est pas facile. Il a une peau super. Et pourquoi le léopard il pourrait dire parce qu'il a la technique. Il a la technique. Le léopard, il a la technique. Ah non, mais pourquoi est-ce que les lions, tu vois, ils se sont intéressés à la bestiole? Parce qu'il a l'air vivant, ils se disent pourquoi parce qu'ils habitent. Oui, mais ils ont bien vu que c'était un truc trop relou avec la peau hyper épaisse, on n'arrive pas à le bouffer. Quand c'est la crise, il faut bien manger. Ouais, tu manges un autre lion.
Celui qui court le moins vite. Oui, on va continuer. Donc, le seul animal qui sait le tuer, c'est les léopards. Et encore, il sait que s'il veut le manger, le ratel, il va devoir se battre. Parce que le ratel va pas se laisser faire. Encore une autre vidéo, je mettrai encore une fois tout ça sur internet. J'ai l'impression de voir des films quand tu vois. Là, j'ai une image de Fight Club où il y a le léopard au milieu avec ses potes. Non, mais tu vois le léopard en train de se battre pour manger le ratel. Il le chope par le cou. Le ratel, il lâche pas. Il commence à se gigoter, à le griffer et tout, alors que t'as le léopard qui le croque la gorge, quoi. Et le combat dure 1 heure. Ah ouais, il pendant tient une heure, il le tient pendant 1 heure. Et tu vois, le léopard, il est amoché. Parce que le ratel, il le griffe. Qu'il veuille le bouffer, mais quoi. Vraiment, hein. Pendant qu'il n'y a rien dans le frigo. Et surtout, il doit avoir une mâchoire de ouf. Ah oui, il doit pas avoir de crampes. Et à un moment, tu vois le corps sans vie du honey badger. Et là, pouf, il revient en vie. Il se débat une dernière fois pour se dire tu m'auras pas comme ça au bout d'1 heure. Et c'est quoi, c'est une feinte Je sais pas, mais en tout cas sur la vidéo, tu le vois qui bouge pas pendant quelques secondes et puis après il fait. En fait, ça se trouve c'est juste un animal qui a genre un certain nombre de vies. À chaque fois c'est comme les chats. À chaque fois qu'il bouffe un cobra, il meurt et il revient à la vie. Non mais il se bat contre des lions, il meurt et puis il revient à la vie. Tu sais pas à quel point j'ai envie de voir ces vidéos. Non mais je vais vous montrer tout ça. Bob l'éponge present. Ok, c'est bon. Donc comme je vous ai dit, c'est vraiment un animal zombie et c'est hallucinant que des choses comme ça existent, enfin des animaux comme ça existent. Et comme je vous ai dit encore une fois, il est loin d'être con. Il y a un type qui a une sorte de zoo chez lui avec des animaux dangereux pour protéger à la fois les animaux et les habitants surtout. Et il a réussi à avoir un mâle et une femelle. Le mâle, il l'a appelé Staffel. Il a 20 ans. Ça fait 20 ans qu'ils habitent ensemble. Et Staffel n'arrêtait pas de foutre le bordel chez lui. Il tuait les autres animaux, il se faufilait dans la maison, il cassait tout, il ouvrait le frigo, il bouffait le bacon et tout, ça le rendait dingue. Du coup, le type, qu'est-ce qu'il fait ? Il décide de l'enfermer autour d'un grillage. Sauf que le honey badger, il grimpe. Il a réussi à s'enfuir. Non mais là, c'est le maître qui est con. Hein. Enfin... Oui, ça c'est vrai. Enfin, après, du coup, qu'est-ce qu'il fait ? Du coup, qu'est-ce qu'il fait ? Il met un toit et avec une porte avec 2 loquets. Il arrive quand même à ouvrir la porte. C'est intelligent cette connerie. Mais oui. C'est crocheter les serrures. Il construit. Et là, c'était drôle dans le reportage. Il disait qu'il avait construit l'Alcatraz des ratels. Avec un mur de 3 mètres de haut et puis de autour. non mais le château, mais il a laissé quand même à l'intérieur des bouts de bois, des cailloux et tout pour que ça soit un peu un milieu naturel. D'ailleurs les crocos ça peut pas le non l'espèce humaine. Mec il l'a enfermé puis il lui a donné 4 jouets. Vas-y, fais comme chez toi. Sauf que le honey badger, qu'est-ce qu'il fait ? Il a pris les cailloux, ils ont entassé dans un coin et hop, il a sauté. Pas mal. Et en regardant ça, c'était vraiment, j'avais l'impression que le honey badger, il jouait à l'escape game avec son proprio, tu vois. Gagné. C'est ça. Du coup, il en a eu marre, le type là. Qu'est-ce qu'il fait ? Il retire les cailloux. Honey badger, qu'est-ce qu'il fait ? Il y avait de l'eau mouillée. Il roule une grosse boule de boue. Il le met. Mais je te jure, il le met. La vache. Oui, enfin la terre. Il fait un petit tas. Hop, il a réussi à bouger. Du coup, il aplatit la terre. Non, mais le mec, il a juste enfermé son gamin et il veut le dire. Non, mais le pire, c'est que dans le reportage, tu le vois en train de faire tout ça. Il fait péter les liens. Il aplatit la terre. Qu'est-ce qu'il fait ? Il prend des branches, il le met à 45 degrés et il arrive à grimper. C'est tellement vrai que tu l'as vu. et ça le rendait dingue. Du coup, dès que tu laissais le moins de petits trucs, tu le vois en train de... Enfin, il y avait un râteau, il le prend, il l'escalade aussi. Il y avait un pneu, il le tourne. Et c'est hallucinant. Et le propriétaire, il en a eu marre. Qu'est-ce qu'il fait ? Il a mis un câble électrique autour du truc. Comme ça, il est sûr que ça va pas bouger. Et je vais finir... avec la fin d'un article qui m'a fait lire sur Mademoiselle, je crois, un truc comme ça, qui parlait du honey badger, qui disait « Si cette présentation vous a séduit, sachez qu'à condition de le recueillir dès sa naissance, de porter une combinaison de cosmonaute, d'avoir le goût du risque, de savoir cuisiner le cobra, d'adorer les morsures et de détester les enfants et votre concierge, vous pouvez adopter un ratel de compagnie, ou le ratel peut vous adopter. Question de point de vue. »
Je suis totalement d'accord avec ta conclusion et la conclusion de la personne qui a écrit l'article, du coup, parce que le maître qui se fait victimiser par son ratel, non, c'est le ratel qui possède le maître en fait. Hein, ça bah oui, carrément. C'est hallucinant. Moi, j'aurais lâché l'affaire, quoi. J'aurais laissé mon ratel, voilà. Fais ta vie, ratel. En fait, ce ratel-là, je pense qu'il n'y aurait pas eu 12 essais. Vis ta vie, petit ratel. C'est ça, à ta limite, je l'aurais filé, je sais pas, t'as genre 2-3 billets, 2-3 bouquins qui puissent s'éduquer un peu, et puis va vogue à la ville. à la Sorbonne. C'est en mode oui, c'est ça, va. Fais ta vie. le monde. Reviens ton doctorat en poche. Bah surtout, alors, du coup, c'est une super conclusion et fait vraiment péter les liens parce que je pense. Carrément, t'inquiète pas, j'ai tout noté. Du coup, nous, on va mettre fin à cette magnifique discussion. Yes. On va retourner vers la ce sauna, cette étuve. Ça faisait longtemps que je n'étais pas dans un sauna. J'ai la buée devant mes Moi aussi. Tes lunettes. Mes lunettes. C'était un plaisir de partager ce moment avec vous. Les sujets étaient bien chouettes. C'était un plaisir de vous recevoir, Alex. C'est un super plaisir de revenir. Nous aussi, on s'est bien amusés. Et puis comme d'habitude, écoutez, nous on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. On vous remercie pour tous vos likes, partages, commentaires, etc. Oui. On a eu de nouvelles étoiles sur iTunes et ça nous fait trop plaisir. Si vous avez un iPhone, un iPad ou un compte iTunes, vous pouvez nous donner 5 étoiles. Ça nous fera très plaisir et ça nous permettra de donner de la visibilité au podcast, donc ce qui est toujours cool. On vous rappelle qu'on est aussi sur Deezer, Spotify et d'autres plateformes podcastiques. Et puis voilà, si vous avez des petits mots, des propositions de sujets qu'on a, n'hésitez pas. Ah oui, envoyez des propositions. Je trouve qu'on parle pas beaucoup sur Twitter. Parlez-nous. Oui, je me sens seul. Mais on a besoin de communiquer. Envoyez-nous des selfies de vos nains de jardin ou de vos vacances. On a eu des sujets proposés cette semaine par FX par exemple. On a des nouvelles invités qui se sont profilés, donc on vous prépare des trucs très sympas. Mais voilà, n'hésitez pas à proposer parce que nous on est toujours chaud pour de nouveaux sujets. Là vous voyez bien que c'est un sujet qui est proposé par une auditrice et qu'on est toujours motivé à découvrir. Je salue, que je remercie. Quand on vous présente un sujet, ça nous permet aussi de découvrir des trucs. Et puis voilà, d'ici là, nous, on vous embrasse, on vous fait plein de bisous, on vous souhaite le meilleur. Et on descend à la fraîcheur. Oui, prenez soin de vous, prenez soin les uns des autres. Bisous. Ciao. Maintenant, qu'est-ce qu'on fout? Dis-tu nos conneries. Tu veux que je lui dise d'aller se faire enculer? Vulgaire? Je trouve ça vulgaire. Oui, je trouve ça vulgaire.